C'était mieux avant. Oui, il n'y avait pas les woke, et il n'y avait pas les LGBTQ complètement débiles et les féministes. On se dégrade beaucoup plus sans rien faire qu'en faisant du sport. Mais si tu fais trop de sport, tu vas te dégrader beaucoup plus que si tu ne fais rien aussi. Ou bien, vous connaissez ça, les mecs qui m'ont regardé. Mais la petite compétition développé couché pour humilier l'autre et avoir son petit statut social. Donc j'ai sorti la vidéo avec Mickaël, je l'ai sorti avant-hier. Donc c'était sur les blessures. On a parlé vraiment du coup de votre livre avec les différents points sur les blessures. Et ensuite là, du coup on pourra faire une vidéo où on pourra aussi un petit peu parler du livre rapidement avec ton avis toi sur ton parcours, un petit peu les différents livres que tu as pu publier et ton expérience dans le dessin d'anatomie, tout ça. Ça me ferait très plaisir d'avoir un petit peu un peu d'infos sur tout ce que tu as pu faire dans ta carrière et savoir un peu où t'en es. Ça te va sur ça? Ouais, ça va pour moi, il n'y a pas de problème. Nickel. Du coup, Frédéric, j'ai une première question, moi, c'est sur l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire, bon, sujet classique en musculation, sujet un petit peu lambda. Maintenant, moi, la question que j'ai, c'est, on voit beaucoup de choses, c'est toujours une question qui fait débat sur c'est quoi le mieux pour avoir une bonne hypertrophie musculaire. Donc, le nombre de reps, tout ça, on te dit 8, 12, machin. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je fais principalement, ce que je fais en coaching, ce que je fais pour moi, c'est que je vais avoir des phases vraiment avec pas mal d'intensité. Donc, je vais être sur du 6, 8 répétitions en augmentant vraiment les charges avec de la surcharge progressive. Et au niveau du nombre de séries, je vais être sur au moins 10 séries sur la semaine, 10, 15 séries. Ça dépend un petit peu du groupe musculaire. Sur un gros groupe musculaire, je vais aller un petit peu plus de séries. Et après, j'ai d'autres phases où je vais vraiment augmenter le nombre de répétitions avec du 20, une vingtaine de répétitions, surtout sur les plus petits muscles. Et je varie principalement entre ces deux phases. Et ce que me disait Mickaël la dernière fois, lui, c'est d'une séance à l'autre, il change à chaque fois. Et donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur l'intensité, le volume, les points clés, le temps sous tension. Si pour toi, il faut être à 40 secondes, même avec un nombre de répétitions bas, et savoir ce que tu en penses, savoir comment tu t'es entraîné, toi, toute ta carrière, et quel est ton avis sur l'hypertrophie musculaire et ses points clés. Moi, je m'entraîne comme moi. Après, c'est pas forcément valable pour les autres. Et de toute façon, le nombre de séries, ça dépend comment tu le ressens. Il y a des muscles qui vont ressentir mieux les séries longues, et puis d'autres qui vont mieux ressentir les séries courtes, et même les maxi. C'est complètement variable. Il n'y a pas une règle à donner avec tu fais tant de répétitions. Bon. Après, les 3 séries de travail, c'est un compromis qui peut s'adapter à tout le monde pour tu fais ce qu'on appelle des mouvements de base pluriarticulaires classiques, on va dire, style développé couché, incliné, squat, soulevé de terre. Mais ceci dit, plus tu vas être expérimenté et plus tu vas être fort, plus tu vas monter et tu pourras pas t'amuser à aligner beaucoup de séries sur ta série de travail. Tu vois, sur ton maxi, on travaille mettons en 10 parce que tu vas monter très lourd et ta récupération nerveuse ne sera plus parce que elle aura été utilisée pour la montée. C'est pas un débutant, c'est pas un pro ou un type aguerri à la muscu depuis des années. Donc tout ça, c'est très variable. Il est évident que t'entraînes pas des triceps de la même façon que t'entraînes, je sais pas moi, un quadriceps. Tu vois, et le travail des lombaires, c'est pas la même chose que le travail des épaules ou des biceps. Donc, faut faire très attention. Les triceps, tu peux faire de la série de 10, 20, 30 au câble. Je veux dire, si tu fais un maxi au câble, t'es un peu un con, quoi. Tu vois, et c'est des muscles qui vont bien réagir sur de la série longue. Et pareil pour les mollets. Le mollet, c'est un muscle qui est quand même difficilement choquable, quoi, et qui est fait pour travailler toute la journée et porter ton poids, tu vois. Donc, c'est un peu toutes ces histoires de dire le secret des 3 séries, la série de 100, je ne critique pas. Gun Deal en fait aussi de temps en temps. Quand on dit 100, ça peut être 50 ou 70. C'est une façon de dire beaucoup, comme pour les musulmans, 70 vierges. Ça veut dire que tu auras des vierges plein. Tu vois, c'est une façon de parler un peu prophétique. Mais c'est ça, quoi. Donc faut pas trop se fixer sur quelque chose.
Faut travailler en fonction de ce que tu ressens. Évidemment, quand on est un débutant, on connaît rien et on ressent pas bien les choses. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt d'avoir soit un bon coach, soit de bons livres, c'est-à-dire la méthode de Lavier et le guide des mouvements de musculation. Et maintenant, les blessures de musculation pour éviter de te blesser en progressant. Voilà, blessures de musculation et le sport de force. Mais bon, à cette question, je vais pas répondre particulièrement puisqu'il n'y a pas vraiment de réponse à donner. Hein. C'est très vaste. Ça dépend du groupe musculaire, ça dépend de tes objectifs. Si tu es un crossfitter, évidemment, pas les mêmes objectifs. Si tu es un mec qui fait du MMA et qui fait de la muscu à côté, c'est pas les mêmes objectifs qu'un gars qui veut uniquement de l'hypertrophie, tu vois, et sans performance. Et un porteur, c'est encore autre chose. Donc tout ça, c'est quel est ton but et quelle est ta réaction personnelle à l'entraînement, qui varie d'un individu à l'autre. Moi, je sais que je peux faire 3 séries sur un mouvement, mais comme je suis assez nerveux et je monte assez lourd, j'arrive à monopoliser beaucoup de fibres musculaires d'un coup. Une seule série de travail et après je pompe un peu et je relaxe en série plus en réduisant les temps de repos, ça me suffit, tu vois, parce que la montée progressive m'aura déjà bien entamé. Et si j'en fais plus, ça va être contre-productif. Je prendrai pas de volume, je serai épuisé, mon système nerveux ne récupérera plus. Ok. Toi, ton entraînement par rapport à ça, donc tu me dis que tu allais en montée progressive et que tu avais pas une super récupération nerveuse si tu faisais trop de volume sur ça. Donc, tu avais quel type d'entraînement, toi, sur toute ta carrière, globalement? Enfin, après, j'imagine que tu as énormément changé tout au long de ta carrière, mais l'entraînement type que tu as gardé sur ta programmation, c'était quoi? Ah non, mais c'est complètement variable. Par exemple, sur les bras, je monte lourd, c'est pas épuisant, les bras, et après, je pompe. Sur le soulevé de terre, par exemple, où j'aimais bien, ou sur le squat, je faisais juste une série. Et après, je fais parce que j'étais fatigué, parce qu'en plus, mes mouvements épuisaient trop le bas du dos. Mais je montais très lourd aussi. Donc, et j'en faisais qu'une. Bon, à la presse, j'ai de bons résultats quand je monte et puis je fais juste une seule série avec un poids assez important, entre 5 et 20 répétitions. Ça dépend, c'est comme je le sens, hein, comme Gundil le dit. Hein. Des fois, je vais faire la série de 5, puis des fois, je vais faire de la série de 10, voire de la série de 20. Sur du poids relativement important. Ok. Et c'est variable. Ouais. Après, moi, je suis pas un monstre de volume. Et c'est pas mon objectif non plus. Mon objectif non plus, c'est de marquer des kilomètres, pouvoir être assez costaud, et puis de ralentir la dégradation du corps avec l'âge. Bien sûr. En tout cas, en continuant de t'entraîner, c'est sûr que tu préserves ton avenir. Et c'est ça justement, vous en parlez dans votre livre sur les blessures, de la dégradation avec l'âge. Et c'est clair que aujourd'hui, bon, il n'y a pas assez de gens qui font du sport en vieillissant, et ceux qui font du sport ont un avenir un petit peu plus radieux sur leurs dernières années. C'est évident. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus, on se dégrade beaucoup plus sans rien faire qu'en faisant du sport. Mais si tu fais trop de sport, tu vas te dégrader beaucoup plus que si tu ne fais rien aussi, ou bien, en tout cas, autant. Pour voir tous les bodybuilders qui se prennent leurs produits et qui s'entraînent comme des malades. À part certains, ils font pas long feu, ou ils ont l'air en bonne santé, comme on dit à Gundil, ils le sont pas en vérité. Ouais. Tu vois, faut faire attention. Et puis bon, la dégradation du muscle, elle existe, et puis elle est liée de toute façon au mouvement. Hein. C'est évident que plus tu bouges, plus tu t'entraînes, plus tu vas faire de l'hypertrophie, plus tu vas être musclé, mais tu vas aussi progressivement péter tes fibres de collagène non, les fibres musculaires, hein, comme Gundil te l'a expliqué, elles sont faites pour se casser et se régénérer. Donc c'est pas elles qui posent des problèmes. Hein. C'est ce qui va poser des problèmes, c'est toute la structure de maintien qui est fait entre autres de fibres de collagène, d'élastine et de tout ça, tu vois, qui gaine le muscle et qui l'oriente dans sa direction de traction, tu vois. Et ces fibres de collagène pendant les mouvements vont se péter. Et vont pas forcément se remettre bien, tu vois. Donc ça va faire des espèces de nœuds fibreux. C'est pour ça que les mecs font des massages, font un peu d'étirement pour pouvoir les péter et éviter d'avoir un muscle qui tire de façon non homogène et qui à la longue peut se déchirer sur des grosses parties, tu vois. Et même en tirant d'une façon non homogène, la tension sur le tendon ne sera pas homogène et tu vas à ce moment-là
avoir plus de tension sur une partie du tendon qui déchirera et entraînera le reste, ça fait des ruptures tendineuses. C'est pour ça qu'avec l'âge, il faut faire très attention. On casse, non seulement la composition des tissus varie un peu, mais en plus, leur structure devient un peu plus anarchique et le tirage devient, les tensions sur les muscles deviennent moins efficaces puisque tu perds à cause de tous ces nœuds. Il a dû te montrer des coupes histologiques, c'est ça, des coupes je me souviens qu'on dit de coupes de muscles, où on voit un muscle de jeune, d'enfant, et un muscle de vieux, un muscle d'enfant, quand tu le coupes, quand tu fais une petite, tu regardes au microscope, c'est absolument, c'est l'ordre parfait. T'as l'impression d'avoir des fibres qui sont les unes à côté des autres, comme à Nuremberg lors des défilés des SS ou sur la place rouge quand tu vois les mecs défiler. C'est l'ordre. Mais quand t'es vieux, tu coupes ces fibres, tu regardes et puis ça va un peu dans tous les sens. T'as l'impression d'avoir une horde de barbares les uns à côté des autres et puis ça va péter aussi. Donc faut faire très attention, c'est pour ça qu'on étire, tu vois. Oui, c'est normal. Après, l'objectif c'est de préserver autant que possible, de renforcer et de faire en sorte que ça tienne dans le temps. Attention, trop d'étirement c'est mauvais aussi, comme tu as dit Gundil, puisque on n'est pas fait pour s'étirer en permanence et les tissus de maintien doivent être pas trop distendus non plus pour pouvoir maintenir. Il y a toujours un juste milieu que tu dois trouver. C'est pas évident. Et puis si tu t'étires trop, tu mets trop de jeu dans les articulations, elles sont un petit peu blessées aussi, même si tu pètes les fils de collagène anarchiques, cicatriciels. Donc c'est toujours un jeu pour trouver le juste milieu pour vivre longtemps dans la sérénité et l'union avec le monde. Non, je rigole, mais c'est vrai. C'est ça. Ouais, je te suis complètement sur ça et c'est vrai qu'il faut réussir à trouver un bon équilibre et à se sentir plutôt bien en prenant soin de son corps pour que ça dure et qu'on puisse se sentir bien le plus longtemps possible. Maintenant, pour toi, c'est quoi les plus grands mythes qu'il y a dans la musculation? Bon, question un petit peu bateau sur les mythes, mais il y a pas mal de points qu'on entend qui sont où on se dit ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu as écrit des livres qui sont aujourd'hui toujours des références dans le monde de la musculation, qui servent de... Mondial, c'est le numéro 1 mondial. Oui. On est numéro 1 mondial en livre de référence pour les entraînements partout dans le monde entier. Pour parler des mythes de musculation, je dirais que le plus gros mythe qui était la bêtise suprême, c'est de dire que pour avoir les bras d'Arnold, faut s'entraîner comme Arnold. Pour avoir les cuisses de Tom Platz, faut s'entraîner comme Tom Platz. Sauf que t'es pas Tom Platz, c'était pas Arnold, tu réagis pas de la même façon, t'as pas les mêmes leviers, t'as pas la même qualité musculaire, t'as pas la même réponse nerveuse, t'as pas le même système, t'as pas tout à fait le même système cardiovasculaire. C'est vrai qu'il y a une base, on est tous pareils, on est des humains, mais après il y a des variations. Donc ça, c'était le plus gros mythe qu'on a fait tomber, qu'on a détruit dans nos ouvrages, en montrant qu'il fallait s'adapter à sa morphologie, mais pas que sa morphologie, aussi à son système nerveux, à son système de digestion, qui varie d'un individu à l'autre, à sa capacité de prendre certains aliments ou d'autres, à sa capacité de dormir plus ou moins longtemps, tous les gens ne sont pas pareils, à sa réponse hormonale, à sa réponse nerveuse. Donc chacun est différent et on s'entraîne pas comme Arnold ni comme Tom Platz. Il y a sûrement des trucs intéressants à prendre partout, mais on doit s'entraîner comme on doit s'entraîner. Et là, le chemin est long et passe par l'expérience. Et d'abord la lecture et l'étude des autres, et après l'expérience sur soi-même. C'est un ensemble. Voilà. Et nos livres, c'est des livres qui apprennent aux gens à se connaître, et pas à suivre une méthode à la lettre qui va marcher peut-être pour l'auteur, mais pas pour tout le monde. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui peuvent faire certaines choses et d'autres qui ne peuvent pas, mais globalement, la plupart des gens auront du mal à faire du développé nuque et vont avoir des lésions. Mais pas tous, bien sûr. Ouais, juste, du coup, tu parlais du développé nuque. Moi, le développé nuque, c'est un exercice que je vois tout le temps en salle. Mais juste, je comprends pas du tout son intérêt. Parce qu'en fait, pourquoi aller faire du développé nuque, du tirage quand on peut quand on peut le faire poitrine? C'est ça. Il y a des gens qui le sentent mieux en nuque. Ils sont mieux dans l'axe. Ils ont leur fibre au niveau des épaules qui sont plus adaptées pour sentir ça. L'épaule, c'est un muscle
péniforme, hein, le deltoïde. Le deltoïde est un muscle péniforme. La forme de la ceinture scapulaire varie beaucoup d'un individu à l'autre, hein, devant, derrière, large épaule mobile, épaule étroite pas mobile, acromion plus ou moins couvrant qui empêche de monter. Donc, en fonction de la morphologie, tu vas sentir plus ou moins tous ces muscles. Et comme c'est un muscle péniforme en delta, tu vois, qui part comme ça, c'est petits muscles qui tirent dans tous les sens, hein, plein de petits muscles qui sont faits pour travailler l'épaule en circonduction. Donc, c'est des termes scientifiques, scientifiques techniques qui font bien pour montrer que tu es instruit à des couillons. Donc, dans tous les sens, tu vois, plus ou moins dans tous les sens en vérité. Donc, il faut trouver les angles que tu supportes le mieux et que ton épaule est la plus réceptive. Et ça varie vraiment d'un individu à l'autre. Moi, tu ne peux pas me faire développer nuque, ça monte pas. Ok pour le développé nuque, mais pour le tirage nuque. Là, et là, il n'y a plus rien. C'est pas grave. Ouais. Mais pour le développé nuque, ok. Ok, je vois un petit peu anatomiquement la logique du coup en fonction de comment est le deltoïde. Maintenant, côté tirage nuque, si l'insertion du grand dorsal est sur l'humérus, quel va être le bénéfice à aller chercher derrière la nuque? Pas grand-chose, c'était un peu à la mode. Après, il y a des gens qui vont le sentir, tu vois. Ok. C'est juste si le mec le sent. Hein. Ouais, mais je trouve que même en le sentant, c'est pas un exercice qui offre un avantage par rapport au tirage poitrine, par rapport au risque qu'il peut y avoir pour certaines personnes comme la morphologie n'est pas... C'est comme le tirage nuque, si tu veux, c'est le même problème. Ouais. Tu vois. Sauf que la décooptation de l'articulation fait que tu risques peut-être moins de frottement. Ok. Donc, merci pour ta réponse sur les mythes, sur la morphologie. Quand tu écris tes livres, quand tu écris la méthode de Lavier et que tu as dessiné toutes ces planches anatomiques, ça te prend combien de temps de dessiner une planche anatomique? Parce que c'est variable. Il y en a qui peuvent prendre plusieurs mois et puis d'autres, tu les fais en 2-3 jours. Ouais. Tu vois. C'est absolument variable. Au niveau technique, tu prends une feuille et tu le fais ou c'était... Parce que la méthode de Lavier, c'est sorti à 25 ans. 30 ans. 30 ans. Et 28, tu le faisais sur... 28, comme ça, 28 ans. Mais les dessins étaient déjà dans le monde du muscle il y a 30 ans. Ok. Et tu les faisais sur tablette ou sur... Non, moi, sur papier, je travaille sur calque avec des tables lumineuses, des photos, et ensuite je retends les muscles sur les squelettes, où je prends des photos et je dessine les squelettes sur les photos et ensuite je retends les muscles dessus. Le truc, c'est de toujours travailler le squelette pour tendre le muscle, tu vois, parce qu'autrement, tu risques de te planter. Bon, sur des culturistes très secs où tu vois déjà le muscle, où tu t'amuses à le mettre en couleur, ça paraît impressionnant, mais le travail est beaucoup plus simple. Mais sur des gens un peu moins secs, tu es obligé de localiser les insertions osseux, les points osseux visibles sous la peau, et ensuite tu tends l'os, tu fabriques l'os en dessous, tu le vois à peu près, hein, ça se perçoit direct, hein, et ensuite tu tends les muscles à l'intérieur, ce qui donne cette impression de justesse. D'ailleurs, c'est juste, hein, parce qu'on a fait tout un travail de reconstitution, t'as comme une radio si tu veux, mais dans l'esprit. Donc tu fais ça et puis après tu mets des couches successives, tu as plusieurs calques. C'est marrant, hein, c'est un travail rigolo. Quand on aime ça, t'apprends toujours. Après, au bout d'un moment, t'en as marre de tout le temps faire des bonshommes dans tous les sens. Donc c'est pour ça que tu t'intéresses à d'autres trucs. Que ça soit ludique. C'est pour ça que quand on fait les blessures, c'est marrant parce qu'on les avait jamais fait. On fait des trucs arrachés, on fait des trucs nouveaux. Donc c'est tout le temps intéressant. Okay. Tu vois. Et pour les blessures, du coup, vous avez pu avoir des personnes qui sont venues voir avec des blessures. Vous avez travaillé comment? Vous avez pu... On a tout le temps des mecs qui nous envoient les blessures tous les jours, Gundil et moi. Ouais. En plus, moi, j'ai fait pas mal de terrain. Gundil, lui, est plus chez lui, mais il est sur les îles. Moi, je suis pas mal de terrain. J'ai vu tous les mecs se blesser devant moi. J'avais des livres de powerlifting, j'avais une revue de powerlifting, donc je suivais les mecs sur les compétitions. Moi-même, j'ai fait du powerlifting avant, donc je voyais des blessures se faire. Puis comme j'étais souvent en salle, avant d'avoir mon propre home gym, après moi je m'entraîne le soir quand il n'y a personne en salle de gym, dans des très grandes salles de gym, donc je peux tester les machines. Donc je connais un peu les blessures, les mecs me montrent comment ils se blessent, tout ça. Donc on a quand même le terrain plus les études, tu vois. On n'a pas que les études on dit que. Les études, on dit que, fais attention aux études. Ils disent beaucoup de conneries aussi. D'ailleurs, c'est le propre des études d'être montré pour être corrigé. Tu vois, c'est ce que les mecs comprennent pas.
tu vois. C'est pas parce que tu fais une étude scientifique qu'elle est bonne, tu vois. Alors évidemment, si tu passes en science ou nature, l'étude a de fortes chances d'être bonne, puisque les relecteurs, d'abord tu payes cher, et les relecteurs sont des relecteurs de qualité. Hein, quand ils sont payés cher, ils ont intérêt à bien lire, autrement ils perdent leur place, tu vois. C'est toujours des trucs comme ça. Mais carrément pour ça, c'est ça. Je vais pas dire le contraire. Hein. Si je souhaitais discuter avec toi, c'était aussi parce que tu es une référence dans ce domaine-là et que clairement. Guy aussi est très bon. On se complète parce qu'on n'a pas du tout la même approche. C'est ça qui est bien. J'aime bien faire des découvertes. Moi, je lis pas les études. Moi, mon truc, c'est comme résoudre des casse-têtes, tu vois, ou des énigmes. Moi, mon truc, c'est de chercher. Et j'ai les os. Alors, on m'a envoyé d'Afrique du Sud, les mecs des labos m'ont envoyé les squelettes de dos de Lieberger, de Célibat, qui est un australopithèque tardif, mais qui ressemble aux autres. Et on m'envoie ça, puis j'étudie les omoplates et l'insertion du chef long du triceps. Et je m'aperçois, et en même temps, je regarde sur Internet, parce qu'il y a de plus en plus de très bonnes études de dissection de chimpanzés. Avant, il n'y avait pas de dissection de chimpanzés. Maintenant, on commence à en trouver. Il doit y en avoir 1, 2, 3 sur Internet, plus ou moins bonnes. Et alors, de chimpanzés, on commence à avoir des dissections. Il y avait des dissections de bras de chimpanzés, dont la longue portion du triceps. Tu t'aperçois que la longue portion du triceps du chimpanzé, elle s'accroche sur l'omoplate, mais d'une façon très importante. Elle fait quasiment un quart de la taille de l'omoplate du chimpanzé. Elle est énorme, alors que chez nous, elle fait quelques centimètres. Tu vois. Donc tu t'aperçois que pour le chimpanzé, il continue, il grimpe, il saute. Donc la tension qu'il va avoir sur l'articulation de l'épaule risque de la disloquer quand il saute de branche en branche. Donc la longue portion du triceps, les gens pensent que c'est pour étendre le bras, mais c'est aussi biarticulaire. Alors c'était pour marcher pour les quadrupèdes, mais c'est aussi pour, lors des grimper, tirer, mais aussi subir énormément de tension et empêcher l'articulation de l'épaule de se disloquer lors de la brachiation des sauts dans les arbres. Donc, les chimpanzés ont une très large insertion de la longue portion du triceps pour éviter cette dislocation et continuer la brachiation. Et Gundil, quand je dis ça, c'est intéressant, et lui, il est très curieux. Il va voir les mecs qui font des anneaux, des agrès, tu sais, aux Jeux Olympiques. Ouais. Et il regarde en gym et il s'aperçoit que tous les mecs qui ont un haut niveau en gym ont une énorme longue portion du triceps. Comme les singes. Autrement, les mecs, c'est pas parce qu'ils grimpent aux arbres. C'est parce que ceux qui avaient une petite longue portion du triceps, ils peuvent pas en faire, ils s'arrachent, ils se disloquent l'épaule. Ouais. Et Gundil, justement, sur ce sujet, me disait que le triceps n'existait pas. Et que c'était en fait des muscles bien distincts. Vous en avez discuté ou non? Oui, on appelle le triceps. Il y a trois portions, trois chefs. Oui, il n'existe pas. C'est des muscles distincts. La longue portion du triceps n'a pas tout à fait la fonction d'étendre le bras. Elle a comme fonction de ramener le bras. Elle fait partie du triceps, mais elle n'a pas tout à fait la même fonction. Tu vois, un peu comme la courte à l'intérieur. Elle a des fonctions que j'ai découvert récemment avec le solaire, qui sont des fonctions de mise en tension du tendon pour éviter les temps morts lors des lancers ou des projections. Tu vois, c'est des trucs très intéressants. Donc, ils n'ont pas comme fonction que d'étendre le bras. On voyait des mecs qui racontaient, pour faire les ischio-jambiers, ils disaient les squats ne travaillent pas les ischio-jambiers. C'est pas vrai. Je dis, mais si, ils travaillent les ischio-jambiers, les squats. Mais pas pour fléchir la jambe, pour empêcher le bassin de basculer en avant et remonter le bassin. Carrément. Du coup, là, tu critiquais un petit peu les personnes qui t'attaquent sur le fait de pas aller lire des études, tout ça. Bon, tu penses quoi du monde de la musculation aujourd'hui et de la pratique de la musculation qu'on a aujourd'hui? Je sais pas, les gens font ce qu'ils veulent. Je vois de plus en plus de jeunes qui ont accès aux produits via Internet. Ah ouais. Ils sont tous. Il y a une espèce de démocratisation dans l'utilisation de drogue. Ah, c'est dramatique, ça. C'est dramatique. C'est moderne. Il y a plein de mecs de 15 ans qui prennent des stéroïdes sans se rendre compte de la gravité, ou alors ils vont prendre des SARMs en se disant que ça va, c'est des SARMs, c'est pas des stéroïdes. On n'a même pas de recul dessus, tu vois. Ah ouais. Non mais aujourd'hui TikTok ça a vraiment rendu ça ultra accessible, et il y a beaucoup de 15 à 18 ans, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui se rendent pas compte et qui se mettent là-dedans sans se rendre compte des conséquences, quoi. C'est ça que j'ai vu, moi, c'est la démocratisation des produits.
Tu vois, c'est la principale. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est l'arrivée de nombreuses salles avec du matériel qui n'est pas de mauvaise qualité. Alors, il y a de la merde, mais on a aussi quand même accès à du bon matériel. On a des salles qui sont de plus en plus grandes et de mieux en mieux équipées, heureusement. Tu vois. Ouais. Donc, ça permet aux gens d'avoir accès à du matos. Hein. Du matos, des machines de bonne qualité, des barres et des haltères de bonne qualité, des bancs qui sont pas mal et c'est pas des bancs en bois pourri, tu vois. C'était mieux avant. Bon, pas vraiment. C'était mieux avant. Oui, il y avait pas les woke et il y avait pas les LGBTQ complètement débiles et les féministes tarés. J'ai rien contre les gays ni les lesbiennes. J'ai rien contre l'égalité. Je suis pour l'égalité des sexes, mais que ça en devienne une guerre contre les hétéros, on est chez les tarés, quoi. Tu vois. Mais à part ça, c'était pas mieux avant. Avant, il y avait d'autres problèmes. Tu vois. Maintenant, on en a encore d'autres. Donc toi, tu préfères t'entraîner dans quelle ambiance? Celle d'aujourd'hui ou il y a 20 ans? Moi, je vais dans les salles la nuit à Budapest quand il y a personne. Et autrement, je m'entraîne chez moi sur une salle avec mes machines. Donc, Okay. je suis complet quand même. Tu vois, c'est non seulement j'ai mon home gym, et en plus c'est moi qui conçois les machines. Les Larocque Extreme by Deladier. Donc, ça me fait plaisir. Et quand je vois une machine qui est bonne, je dis faut la copier. Et quand tu copies, je suis comme les Chinois moi, mais j'essaie de faire mieux. Et puis des fois j'innove. Donc, ce qui est encore mieux. Tu vois, on a innové. L'innovation en muscu, c'est difficile maintenant puisque quasiment tout a été trouvé. Donc, c'est rare de voir des innovations. Donc, quand tu arrives à innover sur 2-3 trucs, tu te dis que tu es quand même fort parce que la plupart des mecs, ils font copier. Donc, nous, on innove quand même, tu vois. Après, c'est partout à tous les domaines, hein, que ce soit l'automobile, l'électroménager ou autre. Hein. Il y a des domaines qui sont quand même, qui avancent maintenant un peu moins vite parce qu'ils ont déjà quasiment tout trouvé. Puis il y en a d'autres qui sont en pleine découverte, comme l'IA, l'IA, le système de d'IA générative, tu vois, qui apprend de ses erreurs et qui n'ont des programmes tout faits, tu vois, des trucs qui se régénèrent, qui s'adaptent. Après, sur les machines, moi personnellement, je m'entraîne chez Fitness Park. En France, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de salles partout. Les salles vraiment qualitatives, il y en a de moins en moins. Elles ont du mal à tenir, elles ferment souvent. Fitness Park aujourd'hui, ils ont du matos qui est vraiment pas mal. Mais là, par exemple, ce matin, moi, je faisais une séance du corps et je voulais faire du développé militaire à la machine. Il n'y avait pas de machine vraiment développé militaire poids libre dans le salle où j'étais. Et c'était avec du shoulder press classique. Mais la machine, elle part vers l'arrière. C'est hyper désagréable. Et il y a encore un petit peu des machines manquantes, quoi. Et des petits défauts. C'est le problème. Ouais. Bon, après, il y a comme les machines, les Hammer Strange qui ont équipé, je crois, sont des bonnes machines. Oui. Et les premiers on va dire que les gammes, c'était Hammer Strange. Il faut reconnaître qu'Hammer Strange avait fait tous les poids libres à une machine convergente, tout ça à poids libre. C'est eux qui ont vraiment lancé le truc, tu vois. Et ils avaient derrière quand même des bons ingénieurs mécaniciens et des bons biomécaniciens, c'est-à-dire des mecs qui connaissaient la salle et l'anatomie. Donc ils ont fait des bons trucs. Le problème, c'est qu'ils ont fait des machines qui étaient valables pour une morphologie, pas plusieurs, sauf celle avec le siège, on peut régler pour les épaules. Mais pour les pecs, c'est un peu gênant puisque tu peux soit manquer d'amplitude, soit avoir trop d'amplitude. Trop d'amplitude. Après, il y a eu... on met on met les poids calés dessous sur la machine convergente et ça va. C'est jamais très facile, quoi. Et après, derrière, t'as Technogym, ces Italiens, qui ont repris la gamme Hammer Strange en la faisant plus confortable, tu vois, et plus agréable à utiliser souvent et même corriger, tu vois. Donc, on a quand même des mecs qui avaient travaillé là-dessus. Donc là, juste pour revenir un peu côté musculation, j'ai encore quelques petites questions vraiment centrées sur l'entraînement. Pour toi, c'est quoi les techniques d'intensification les plus intéressantes? Donc on voit beaucoup drop set, rest and pause. Toi qu'est-ce que tu utilises? Parce que moi je suis pas trop anglophone. Drop set, c'est dégressif. Ah, dégressif, oui, dégressif. Ouais. Pause et du coup les séries posées où on reprend et ce genre de technique d'intensification, qu'est-ce que tu Après, c'est comme tu le sens, regarde. Au cas par cas, pour toi, encore une fois. C'est au cas par cas. Ouais. T'es envie de le faire, putain, je l'ai bien senti, et puis des fois, faut des fois casser la routine. Et puis des fois, quand la routine marche, tu la conserves. Si t'as une routine qui marche et tu vois que si tu pars, tu t'évites cette routine, ça marche plus, bah, tu la conserves.
Et si tu vois que tu stagnes et même tu régresses, bah, tu te changes pour peut-être revenir après. Tout ça, c'est un chemin personnel, un chemin de vie et de salle qui te permet d'être ce que tu es en cherchant ta voie. Et n'oublie pas que l'importance, le but, c'est le chemin. Le souvent. Le muscu c'est un reflet de la vie. J'essaye de progresser, j'essaye de me comprendre pour avancer dans la voie de la construction musculaire. Et ensuite, ayant atteint le sommet, je travaille pour éviter de me dégrader et ralentir la dégradation pour pouvoir à ce moment-là continuer à avoir du plaisir à travailler tout en enseignant aux autres de ton chemin pour avoir gravi le sommet. Et quand est-ce qu'on dit qu'on est au sommet? Non, mais on va faire de la philosophie, tu sais, de gourou débile. Non, mais ça marche. C'est ça en vérité la vie. Complètement. Moi, je marchais dans la rue, et putain, j'aime bien les machines. Ah, c'est une passion que j'ai pour les machines, tu vois. Mais bien, si un mec dit pourquoi il ne demande pas Gundil, mais Gundil, il est pas comme moi, il aime tester les machines. Moi, j'aime les fabriquer, c'est encore quelque chose d'autre, tu vois. Et quand tu fabriques des machines, tu as d'autres, on va dire, d'autres obligations que quand tu rêves uniquement de la meilleure machine, tu vois. Il y a tu dois savoir quels sont les outils que tu as pour avoir des coûts de revient, avec quoi tu travailles pour faire la meilleure machine et quelle meilleure machine tu peux faire avec les outils que tu as en ta présence. Alors, il se trouve que j'ai énormément d'outils en ma présence, mais je les ai pas tous non plus. Donc, quand on a des robots, quelques robots, des lasers, des soudeurs, on sait déjà à peu près quel type de machine on va faire, tu vois. C'est bien. Tu as un bureau d'études, mais un bureau d'études, il faut travailler avec, tu vois. Parce que le mec dit t'es l'égérie, je suis pas du tout l'égérie, je conçois des machines. Donc c'est encore différent. Et puis bon, j'ai la chance aussi. Alors Gundil, lui, c'est un mec qui va passer sur il a beaucoup plus de patience que moi sur les salons. Il va passer sur toutes les machines, faire des films et faire des stocks et faire toutes les machines. Je l'ai. Envoie-moi ça. L'envoie bien sûr. Tu vois. Et puis moi, quand je suis en salle, je dis putain, j'ai vu la machine. Toi, t'as pas travaillé dessus. Et moi, j'ai travaillé dessus 3 jours. Au début, tu crois que c'est bien et après, tu vois que tu stagnes et c'est de la merde quand tu mets des poids plus importants. Tu vois. Et puis quand tu vois d'autres mecs travailler dessus, tu vas percevoir qu'eux peuvent pas le faire ou il y a des problèmes. Donc, on a 2 approches différentes. Moi, j'ai la chance d'être à Budapest et de faire plusieurs salles, donc de m'entraîner assez longtemps sur des machines qu'on voit au salon et qui sont nouvelles, puisqu'on a le Citec à Budapest qui est tenu par un passionné qui achète toutes les nouvelles machines qu'il trouve bien et pense bien aussi. Et tu t'aperçois que 90% des machines que tu trouves bien ont des défauts et sont pas si bien que ça. Et puis, d'un seul coup, tu tombes sur une pépite, tu vois. Les Coréens, qui étaient à peu près ceux qui avaient fait les meilleures machines sur le salon, en innovation, à voir, c'était bien, c'est solide, c'est bien fait, et tu t'aperçois que c'est pas très bien à l'usage, à part une ou deux, je dirais une, tu vois, qui est vraiment, qui dépasse les autres, parce qu'ils ont juste varié un angle, alors que Technogym n'avait pas, tu es pour le butterfly, et ils ont compris qu'il fallait varier l'angle, tu vois, et puis ils ont fait des systèmes de blocage et de réglage qui étaient pas mal, ça ils les avaient fait partout, elles sont bien, mais en biomécanique, ils étaient pas top, sauf sur celle-là, une espèce d'écarté qui est formidable, chez cette marque coréenne, et qui est pour moi un des meilleurs écartés du monde. D'ailleurs, ça tu t'aperçois de ça quand tous les mecs font la queue sur la machine. Tu sais, c'est un peu primitif, mais c'est ça. Quand tu vas dans une salle de gym et que les mecs font la queue pour une machine, tu te dis que c'est parce qu'ils la ressentent bien. Quand tu vois une machine nouvelle, les mecs y vont, et puis après tu vois qu'elle est dans un coin en prendre de la poussière, tu te dis qu'il y a un petit problème sur cette machine. Après, il y a des effets de mode, style Hip Thrust. Aux femmes, tu leur fais faire n'importe quoi. Dès que c'est à la mode, elles le font, hein. C'est les femmes, elles sont programmées pour ça. C'est pas de la misogynie. C'est une programmation génétique qui a permis à l'humanité de survivre. C'est toujours intéressant de comprendre que les femmes sont à la mode. Tu leur dirais de se voiler, que ça serait la mode, elles se voileraient toutes. Tu leur dirais de porter des talons aiguilles et des mini-jupes, elles le feraient aussi, tu vois. La femme s'adapte comme ça. Elle est faite pour passer du groupe de son groupe familial au groupe du mari. Et donc de réapprendre tous les codes, donc en faisant une espèce de plaisir à réapprendre tous les codes et à intégrer tous les codes, même les plus débiles, à partir du moment où elles font pas de vagues pour pouvoir faire des bébés. C'est ça les femmes. Alors c'est marrant parce que en plus en bougeant d'un groupe à l'autre, elles apportent des apports culturels du groupe où elles appartenaient, parce que les hommes sont attachés au territoire. C'est eux qui le font fructifier quand on récupère l'énergie. Alors ça, je rigole parce qu'il y a une des dernières études qui est sortie là, c'est une grosse revue scientifique. Bon, on savait, hein, mais chez les chimpanzés, c'est pareil. C'est les femelles qui bougent d'un groupe à l'autre
et qui font des apports culturels d'un groupe de chimpanzés à un autre, comme chez les hommes. Je dévie un peu. Mais revenons à la muscu. Du coup, là, toi, t'es parti à Budapest pour bosser sur les machines, c'est ça? Non, je suis à Budapest parce que j'ai des appartements à Budapest. Et je suis dans le sud où j'ai mon atelier où je dessine, puis des fois je fais des breaks. J'en ai profité pour prendre mes bouquins, puis j'ai des articles à écrire sur la biomécanique et sur l'évolution sur l'évolution humaine. Et puis je commence et je fais des articles sur l'évolution au niveau moléculaire, qui est aussi intéressant. Hein, c'est régi par des lois qui sont assez proches. Tu t'aperçois que je fais des grandes découvertes scientifiques, ce qui énerve les mecs. D'ailleurs, les mecs vont dire putain, c'était bon. Tous les scientifiques sont passés, on dit putain, on l'avait pas vu. Ça n'est pas des grandes découvertes qui demandent des grands labos, mais théoriquement, c'est des découvertes théoriques qui te clouent le cul, quoi. C'est que la sélection naturelle, c'est tout petit, c'est pas grand chose à comprendre, mais c'est que la sélection naturelle agit déjà, c'est des principes de sélection naturelle, hein, donc de molécules qui se reproduisent le plus vite, qui pompent le plus d'éléments dans le milieu pour pouvoir se scinder et se répliquer plus vite. Elles sont celles qui éliminent celles qui sont trop stables ou qui se scindent trop, ou qui sont trop instables. Tu vois, il arrive à des systèmes de sélection naturelle. Donc elles finissent par occuper le milieu par pompage de l'énergie avant les autres, qui sont trop stables ou trop instables pour pouvoir bien se répliquer. Tu vois, et tu arrives à un système de sélection naturelle, qui est un système propre à la vie, qu'on croyait propre à la cellule, c'est-à-dire des petits amas de cellules réplicantes qui vont scinder et qui vont ensuite refaire, en scindant, récupérer les éléments du milieu, les mêmes éléments, la réplication, hein, et pas la transformation, qui vont ensuite s'entourer d'une couche lipidique, de phospholipides, double couche lipide, hydrofuge pour protéger l'intérieur, et en même temps ça va protéger de l'acidité du milieu, tout ce que tu veux, pour pouvoir conserver ces petits codes, ce qu'on appellera plus tard un code génétique, sont des codes qui sont juste des molécules qui se répliquent, hein, et qui sur lesquelles vont s'accrocher des choses en fonction de leurs attaches atomiques. C'est con, mais et ben on s'aperçoit que avant même d'avoir des cellules, d'être entouré d'une barrière de protection lipidique, ces petites molécules dans de l'eau, hein, en général, agissent déjà avec le principe de la sélection naturelle. Donc elles éliminent celle qui est la plus efficace pour coloniser le milieu, élimine les autres. Donc tu vois que la sélection naturelle, elle est déjà dans la vie. Donc où est la vie? Puisque déjà au niveau moléculaire, il y a déjà ce principe-là. Donc tu vois, tu fais descendre des principes encore plus loin et tu t'aperçois que la vie est propre à l'univers et que l'univers c'est la vie. Et bien, tu vois, ça commence avec ce système de réplication très primitif de molécules par fracturation et réplication par accumulation d'éléments pour donner à peu près la même chose que l'élément mère. Et tout le temps avec des variations. Puisque le milieu change, ces variations peuvent entraîner ce qu'on appellera plus tard des mutations. Mais c'est pas encore dans des cellules. Ouais, mais j'ai une question justement par rapport à ça. Donc, t'as abordé un sujet qui est très intéressant sur la réplication des cellules. Là forcément, moi ce à quoi je pense, c'est la réplication des cellules cancéreuses. Donc une cellule qui est malade, qui entraîne derrière un dysfonctionnement du corps. Aujourd'hui, on a pu voir quelques études qui disaient que le jeûne d'au moins 5-7 jours pouvait permettre une meilleure régulation des cellules cancéreuses et de détruire les cellules cancéreuses tout en protégeant les cellules qui étaient saines. J'ai pas trop étudié, mais je sais que c'est des cellules qui bouffent beaucoup de sucre, qui se répliquent vite. Donc c'est évident que si tu les prives de nourriture, comme elles bouffent beaucoup, elles vont peut-être crever avant celles qui sont un peu plus économes, qui fonctionnent normalement, puisqu'elles se répliquent moins vite. Elles sont pas cancéreuses. Donc c'est tout ça. Ce qui fait qu'en privant d'énergie ces pourritures de cellules gourmandes et répliquantes dans tous les sens, tu vas les faire crever plus vite. Et qu'est-ce qui fait qu'une cellule cancéreuse consomme plus d'énergie? Elle a plus de mitochondries et du coup ça... J'en sais rien. J'ai pas étudié ça. Tu vois, quand je sais pas. Ouais. J'ai pas étudié le système. Gundil l'a peut-être étudié, tu vois.
Mais Ouais. de toute façon, des problèmes dans la réplication, cellulaire, ça arrive, hein, des problèmes on en a toujours. Hein. Après, l'organisme est fait pour détecter les merdouilles et les éliminer. Hein. Tous les jours, tu as des cellules cancéreuses qui vont être détruites. Tu vois, jusqu'au jour où il ne veut plus. Et après, le cancer, à un endroit où il est, peut être dangereux ou pas. Après, ça fait des tumeurs cancéreuses, mais qui vont pas métastaser parce que la zone n'est pas irriguée. C'est des tissus qui ont peu de chances d'envoyer des cellules cancéreuses à droite et à gauche, tu vois. On a tous un cancer. Ouais. Ah oui, le faux, c'est qu'il est grossir et il envoie des métastases partout, dans des zones qui vont te faire des espèces d'amas fibreux qui vont te tuer. Ok. Ouais, carrément. Après, c'est pas mon domaine, hein, je suis pas oncologue. Ouais. J'ai pas encore dit ça. Pour le moment. Ah, mais c'est juste que t'as parlé d'un sujet connexe et du coup, je me posais la question. Et... Ah oui, parce qu'on sera tous plus ou moins un jour. On a de fortes chances un jour, vu qu'on vieillit, que l'humanité vieillit un peu, et on aura plus de chances on a tous une certaine quantité de chance assez élevée, c'est de chance, de malchance, si tu veux, d'être atteint un jour d'un cancer. Donc il faut s'habituer à son futur cancer. À moins que tu aies la chance de mourir d'accident. D'ailleurs, ceux qui font du bodybuilding, avec des produits, tu as de fortes chances de mourir d'un problème cardiaque. Ah, moi, jamais, je veux jamais arriver sur ça, mais bon. Ah oui, les mecs, qui sont gros. Ouais. Moi, je dis, c'est des obèses sans gras. Ouais. Bon. Donc, c'est évident que plus t'es gros, plus ton cœur, il pompe. Et puis, le cœur, il est énorme. Donc... Non, c'est vrai, il est gras, plus tu manges, plus il est épais. Il faut irriguer tout ce corps. Tu finis avec des problèmes. Mais toi, tu penses quoi du bodybuilding? Par exemple, tu penses quoi de Sibum? Qu'est-ce que tu penses Christopher Bumstead, là, qui a gagné 5 fois Mister Olympia et qui derrière est passé en... Il est très beau sur scène. En pied, il est mieux qu'Arnold. Mais c'est vrai qu'Arnold est plus beau. Ok. Le corps. Puis sauf les abdos. Ouais, sauf les abdos. Mais quand tu le vois, il est quand même énorme, Arnold. Tu vois. Bon, il n'a pas bossé ses jambes comme l'autre, mais il aurait pu les avoir aussi grosses, je pense. C'était pas la mode à l'époque. Tu vois. Après, Bumstead, c'est vrai qu'il est vachement beau sur scène. Ses bras, il a des bras magnifiques, mais c'est pas ça. Il y a des mecs qui ont des plus beaux bras, mais dans l'ensemble, il est assez esthétique. Tu vois. Il est grand. Ouais. Il est pas mal. Tu vois. Et puis, il rend mieux que les compétiteurs Open. Les Open, c'est affreux, quoi. Faut admettre. Là, il y a deux blacks qui sont pas mal parce qu'ils sont grands, là. Ils se ressemblent un peu. Ils sont énormes et ils sont grands. Mais bon, après, il faut voir tout ce qui se met dans le cul aussi. C'est la génétique, les produits, la résistance aux produits. Après, c'est rien, il n'est pas le contraire. Mais quand même, c'est limite un suicide. Bah, c'est ça. Et bon, il y en a trop qui se rendent pas compte derrière de ce que ça engendre, de ce que ça fait. Ils sont heureux quand ils prennent des produits. C'est une drogue, hein. C'est euphorisant. Tu bouffes le monde, tu te crois invincible. Ah bon, tu meurs. Tu te blesses déjà avant. Ouais. Bah, tu te blesses, tu te meurs, t'as des problèmes un petit peu toute ta vie et... Puis si t'arrêtes, t'es dépressif, tu bandes plus, t'es aussi Alice. Non, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. Les mecs, faites attention. Quand vous arrêtez les produits, vous allez avoir la bite molle. Et vous êtes dépressif. Ah bah, il y en a plus. Quand Coleman, on lui en prend encore un peu, mais Coleman, il a jamais l'air d'être dépressif, même en fauteuil roulant. Il a toujours l'air heureux. Ouais, mais Coleman, il est cassé en deux, bon. Après, il y a des gens qui, même en fauteuil roulant, sont heureux. Hein. Regarde Coleman. Il a l'air content de se balader partout. Ah, c'est clair. Et il me reste une autre petite question sur la musculation. C'est une question qui m'a été posée pas mal de fois. C'est sur le cardio en prise de masse. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, comme cardio en prise de masse? Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en prise de masse, donc prise de masse pour un mec qui a 4-5 ans de musculation, qui va vraiment chercher à être en léger surplus calorique, donc à manger pas mal, ou même pour un mec plutôt skinny qui va vraiment beaucoup manger et qui va du coup avoir beaucoup à ingérer, ce que je dis, c'est que aller marcher pas mal dans la journée, ça va aider à digérer, aider à se sentir mieux, à être plus léger, à garder une sangle abdominale plutôt gainée et à pas être tout flasque. Tu marches, si tu es un peu en montée, tu fais de la montée, tu montes tes escaliers, c'est déjà du cardio. Hein. Après, le problème, c'est que si tu cours, les coureurs, c'est des coureurs. Hein. Courir avec une certaine masse, avec du poids, c'est pas forcément bon pour les articulations. T'es pas une fille de 45 kilos, tu vois, ou un marathonien de 50 kilos. T'es pas fait de la même façon et les contraintes sur les articulations
Quand t'es lourd, c'est pas la même chose. Faut que tu fasses attention. Donc, toujours des trucs relativement doux, les petits traîneurs, vélo d'appartement, vélo, relax, marche, tu vois. C'est bon, ça. Éviter les chocs, tu vois. Après, si t'aimes courir, si t'es pas très lourd, il y en a qui peuvent supporter, hein. Après, sur la course, moi, du coup, j'entraîne aussi des mecs, j'étais dans l'armée, donc j'entraîne aussi des mecs pour rentrer dans l'armée. Sur la course, moi, ce que je dis souvent, c'est si t'es progressif et que tu vas vraiment très lentement, le corps, il va s'adapter, les tendons vont se renforcer et petit à petit, ça ira, mais c'est vraiment d'y aller d'un coup trop vite. Les mecs qui se mettent à courir 4-5 fois par semaine alors qu'ils couraient pas, bon, c'est sûr qu'au bout de 3 mois, ils ont flingué un petit peu leur corps et que c'est pas une bonne chose. En allant progressivement, même pour quelqu'un d'un peu lourd, normalement, ça va. Il faut faire attention parce que tu t'adaptes jusqu'au moment où tu t'adaptes plus, hein. Oui. On peut courir 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, aller voir une demi-heure et courir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a des différences, hein. C'est clair qu'entre 30 minutes et 5 heures, Voilà. courir 30-40 minutes, bon. Et c'est pas évident. Bon, après, un tapis de course, c'est amorti, hein. Le pavé d'une grande ville, ou le béton d'une grande ville, c'est pas extra, hein, sauf s'il a des bonnes chaussures. Et encore, tu vois. Ouais. C'est pas évident, quoi. La réception d'un type de 50 kilos n'est pas la même que celle d'un type de 90. Carrément. Et là, c'est à Toulouse, il me semble, à Toulouse, ils sont en train de faire des recherches sur la régénération du cartilage et de faire un petit peu des découvertes sur comment le cartilage se répare au fur et à mesure. Et ça permettrait de faire disparaître peut-être un jour l'arthrose. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Est-ce que tu as suivi un petit peu ces avancées-là? J'ai suivi les études, mais j'en parlais avant-hier avec un copain, justement, sur la régénération des cartilages. Et je disais que la régénération des cartilages, on dit que c'est foutu. J'ai dit non. Moi, j'avais été assez choqué quand j'étais jeune. Dans un livre. C'est pour ça que j'avais dit non, la régénération des cartilages peut se faire, contrairement à ce qu'on pense. Alors, évidemment, ça dépend de la génétique des gens, mais on se dégrade pas autant que ça. Et comme disait Casanovas, ton bras peut repousser. Alors, j'exagère. C'était, tout le monde attaque Casanovas, mais il n'était pas si loin de la réalité. Alors on va m'attaquer. Je dis non. Attendez, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des capacités de régénération qui sont plus importantes qu'on ne le croit. Pas toujours. Des fois, tu vas te dégrader complètement et crever. Mais les mecs font de l'arthrose, ils ont les articulations pourries, on est obligé de les changer. Mais des fois, ton articulation, elle peut même s'améliorer à partir d'un moment après avoir été un peu dégradée. On a des capacités de régénération qui sont plus importantes qu'on ne le croit, parfois, bien sûr. Et j'avais été étonné pour avoir vu une hanche de vache luxée. Et non, c'était un squelette, hein. Et cette vache avait eu une luxation de l'articulation de la hanche, donc de la tête de l'humérus dans la cavité cotyloïde. Et elle était sortie, elle s'était remise plus loin. Et évidemment, par frottement avec les cellules souches, les cellules cartilagineuses, elle avait refait une articulation de la hanche un peu plus loin que l'autre hanche, mais évidemment primitive. Mais on n'était pas loin de la régénération de Casanovas, tu vois. Je rigole, mais il y a des capacités de régénération. Alors évidemment, tu vas pas t'amuser à déboîter la hanche d'un gamin pour lui remettre un peu plus loin et voir comment ça va se passer. Mais on a quand même des capacités de régénération un peu plus importantes qu'on ne le croit, tu vois. Et ces études sont sûrement très intéressantes. Alors sûrement, peut-être ça parle des cellules souches, d'injection de cellules souches. Ça doit être un truc d'injection de cellules souches sur des zones cartilagineuses. Je sais pas comment ils font, tu vois, ou de vérification de gènes. Il me semble que c'est ça, c'est injection de cellules souches de personnes qui ont une bonne production de cartilagineuse chez les personnes qui ont une moins bonne. Et c'est un petit peu ce qu'ils sont en train de chercher sur Toulouse. Et d'ici, ce que j'avais lu, c'est que d'ici 2028 ou 2029, il devrait avoir une solution pour permettre d'améliorer l'arthrose. Alors le problème des cellules souches, ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend des zones. Au niveau cartilagineux, j'en discutais justement il y a 2 jours avec mon pote, qui est un biologiste en physique appliqué à la biologie. Et on en discutait parce qu'on aime bien parler de ça. Et on parlait justement des cellules souches parce qu'il est passionné aussi par l'anti-vieillissement. Et je disais, pour les cellules souches, il y a 2 endroits où ça peut marquer visiblement. Je parlais de la hanche justement, et je disais, et le reste et l'autre, à mon avis, on aura de très bons résultats. Et j'ai vu que les études le mettaient. C'est surtout les dégénérescences maculaires liées à l'âge, donc dégénérescence de la rétine. Donc il suffit de bien sélectionner les cellules souches, alors c'est pas ma spécialité bien sûr, et de les appliquer sur ces parois vascularisées qui est la rétine
pour pouvoir voir apparaître une régénération des cellules, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est quand même gênant. À partir d'un certain âge, beaucoup de gens ont des troubles des problèmes de vision dus justement à la dégénérescence de la rétine, et de réappliquer des cellules souches sur cette zone-là, et même en fonction de de la lumière que tu vas recevoir, il va y avoir une espèce d'autosélection des cellules pour s'habituer un peu à ce que tu reçois, donc contraste, couleur. On en discutait justement. Lui, il me l'expliquait d'une façon moléculaire, tu vois. Et justement, c'est ce qui est en train de se faire, et on va avoir de grands progrès. J'ai pas vu les études, hein, mais j'ai lu j'ai regardé celle de la dégénérescence maculaire. Donc sur les cartilages et sur la rétine. Ce qui est bien, hein, c'est là où on va avoir d'énormes progrès, et on va empêcher beaucoup de gens d'avoir des cécités centrales, tu vois, chez l'homme, ce qui est particulièrement gênant, hein, avec l'âge, et en même temps sur le cartilage. En sachant que il y a encore quelques années, on disait que la rétine ne se régénérait pas. Moi, j'ai eu quelques problèmes de rétine, et ils sont revenus. Des nappes de rétine, des parties de rétine qui avaient eu des zones grises. Pour des raisons sûrement de réaction allergique à certains produits, qui se sont complètement rétablis. Des petites zones, bien sûr. Donc il y a une réadaptation quand même possible, comme dirait Casanova, un bras pour peser, théoriquement, bien sûr. Mais sur des zones où tu peux faire de l'implantation de cellules souches qui vont se réadapter, le problème c'est est-ce qu'elles vont se réadapter d'une façon correcte, tu vois, la cellule souche. À quel principe? Alors eux, ils connaissent mieux que moi, mais c'est pas ma spécialité. Hein. Mais là, c'est deux zones où l'implantation de cellules souches va marcher. Alors il doit y avoir des traitements avant, il doit y avoir plein de vérifications avant. Je connais pas, j'ai pas suivi le truc sur les cartilages. Il disait quoi sur les cartilages? Je me souviens plus. J'avais lu, c'était dans une revue il y a 1 an, et il disait qu'ils étaient en expérimentation pour justement faire de la régénération de cartilage et faire en sorte que le cartilage puisse vraiment se régénérer chez les personnes qui avaient de l'arthrose, et pas que ces personnes-là restent avec de l'arthrose à avoir des douleurs toute leur vie. C'était vraiment pour ça là. C'est pas que des douleurs, c'est de la déformation de l'articulation qui devient inutilisable à la fin. Tu vois, ouais. Tu as vu des zones arthrosées, tu as l'impression d'avoir une articulation pleine de cratères et de montagnes qui tournent plus, tu vois. Bon, c'est un peu gênant. C'est pour ça qu'il faut quand même maintenir un certain mouvement sans exagérer le mouvement pour pas exagérer l'inflammation. Mais si tu fais du mouvement, tu vas polir l'arthrose et favoriser la réimplantation de cellules souches. Et si tu en fais trop, tu vas accentuer l'inflammation et régénérer un développement excessif de cellules calciques, de cellules qui forment des calciums, au détriment de couches cartilagineuses pour lustrer et rendre plus glissante l'articulation. Il faut regarder arthrose sur Google, et puis vous regardez une épaule arthrosée ou une hanche arthrosée, c'est pas joli. Et en plus, pour les mecs qui font de la muscu et du squat à fond, cul par terre, tu vas voir ce que c'est qu'une hanche qu'on change. Ou les mecs qui font des sports de combat et qui lèvent et qui font des low, middle, high, des high kicks. High kick, ouais. Les mecs qui font des high kicks et qui finissent avec des changements de hanche. Ou des lanceurs. Tu vois. L'inflammation, tu bousilles le bourrelet ostéofibreux, cartilagineux, pas ostéofibreux, cartilagineux autour de la brome, autour de l'articulation, et tu commences à avoir une inflammation qui va créer des calcifications qui vont t'empêcher de bouger ton articulation, ça va pousser dans tous les sens, une inflammation totale, et après tu vas être obligé de tout changer. Ouais. Moi je faisais de la boxe thaï avant, mais maintenant je fais que de la boxe anglaise, et quand je faisais de la boxe thaï, je mettais beaucoup de high kick. J'avais des douleurs souvent sur ma hanche droite, et aujourd'hui plus rien. Ça s'est régénéré. Merci, ouais. Ça a repoussé. Non, mais c'est vrai en plus. Je rigole parce qu'il a été un peu attaqué injustement. Tu vois. Ils ont pris juste cette phrase. Ça, c'est la spécialité des wokistes. Ils te prennent une phrase pour t'attaquer. Ah, c'est comme ça fait vendre derrière. Ah ben non, mais moi on m'avait attaqué. J'ai vu une nana zététicienne, prof de sociaux, qui avait fait une vidéo sur moi en disant regardez, il est anti-science, parce que j'avais dit les lois de la mécanique sont connues. T'as pas besoin de recherche scientifique
pour savoir comment ça fonctionne. Le terrain suffit, on les connaît déjà. T'as pas besoin de recherche scientifique, le terrain suffit. Il avait pris la fin de la phrase pour dire, j'avais dit qu'on n'avait pas besoin d'études scientifiques. Et non, on n'a pas besoin d'études scientifiques parce que les lois de la mécanique ont déjà été connues, sont déjà connues et sont déjà théorisées en fonction de ce que tu as connu. Donc elle coupe la fin, on dit regardez il est con, non mais t'as pas lu le début. C'est assez honteux de ce qu'ils font. Bon après sur la frustration des gens dans notre société, oui c'est clair. Bon après la musculation permet de dégager un petit peu de cette frustration et je pense que sport plus alimentation déjà ça aide vraiment à mieux se gérer. Et bah oui, quand t'es costaud, quand tu te sens bien, tu te regardes dans la glace, tu dis que t'es bien. Quand tu t'es entraîné à fond le soir, tu rentres et t'es plein d'endorphines, t'es shooté à mort, t'es heureux. N'importe quelle merde à la télé, tu trouves super. Ton poulet a un bon goût parce que t'es pas en endorphine, sécrété par la musculation t'a permis de sécréter. Je veux dire, tu regardes un ciel étoilé, il est beau, un chien qui passe, il est beau. T'es heureux avec de l'endorphine. C'est donc pour ça et c'est une bonne drogue en plus. Ouais. Et c'est pour ça que mon poulet sans épices est très bon. Oui, c'est ça. Et t'as même pas besoin d'acheter ton joint à Mokhtar. T'es shooté gratos. Carrément, faites du sport. Faites du sport pour être bien, pour être heureux. Pour être au top, voilà. Ça se trouve, Mokhtar qui vend des joints, qui vend du hashish, fait de la muscu aussi. Il le fait très bien, ça. Je suis pas sûr. J'habite Marseille, donc bon, allez voir les gars. Comment elle s'appelle la mafia machin? Comment s'appelle le gang de Marseille? Des Z-Mafia. Des Z-Mafia. Salut des Z-Mafia. C'est des bons petits gars qui font un marché, quoi. Ils forcent personne. Hein. Ah mais j'ai fait une intervention dans un collège là il y a 2 jours. Et c'était un collège pas zone un petit peu en difficulté. Et il y a plusieurs jeunes qui m'ont dit que dans leur ambition c'était de devenir dealer et tout et tu peux pas leur en vouloir puisque c'est un pays. Non, mais moi je leur ai dit, c'est un boulot qui paye, c'est intéressant financièrement, mais il y a quand même des risques et le ratio intérêt financier-risque, bon. Faut expliquer à Mokhtar ou Kevin que travailler là-dedans, ça rapporte, c'est un travail comme vendre des cuisines, je sais pas, des assurances vie ou autre, mais que c'est quand même un problème, c'est que l'argent que tu auras accumulé, tu vas le brûler puisque tu pourras pas acheter une maison pour ta famille. Tu vois, sauf si t'es parce que l'État et le fisc va te regarder. Donc, il vaut mieux être dans un système, on va dire, légal, tu vois. Et il faut quand même dire que même si tu réponds à une offre et que tu forces pas les gens à se droguer, et que tu vends une drogue de bonne qualité, ça reste une drogue qui détruit une jeunesse. Enfin, souvent, une jeunesse qui a pas d'avenir, bien sûr, mais bon, ça les détruit quand même, tu vois. Et qu'il vaut mieux faire un boulot légal où tu pourras avoir une famille et quand tu te regarderas dans la glace, tu te diras, je ne vends pas de la merde aux gens. Même si tu ne forces pas les gens. Ça c'est clair, mais au-delà de l'éthique sur le choix personnel, c'est pas vraiment un bon calcul, hormis pour les têtes de cartel. Ça, ces mecs-là qui sont à Dubaï, eux ils sont tranquilles et ils achètent de l'immobilier là-bas, tout ça. Mais voilà, après si on prend l'éthique en compte. Oui, mais s'ils reviennent en France, ils se bloquent des pays ou en Europe, on leur dit d'où viennent vos investissements immobiliers. Surtout qu'il faut dire, toi qui es un chef de cartel à Dubaï, sache qu'il y a des accords avec la France pour regarder ta fiscalité de Dubaï à Dubaï. Que ça, tu ne le savais pas. Et quand tu rentres en France, tu vas te faire mettre très profond. Donc, ils doivent le savoir quand même. Donc, ils sont pas à l'abri de tout, nos amis chefs de cartel de la DZ Mafia. Et est-ce que tu as d'autres petits points à ajouter sur la muscu, sur le corps, sur l'anatomie, blessure ou quoi, pour revenir régulièrement. Mec, il faut s'entraîner régulièrement. Quoi qu'il arrive, allez-vous. Tu vas te fatiguer un peu moins, un peu plus, mais toujours la régularité. C'est la régularité qui paye. Voilà. Ce que je dis à mon fils, tu ne t'arrêtes pas. Il est reparti chez sa mère, il est resté 5 mois avec moi, il faisait de la muscu tous les jours. Je dis non, tu continues. Alors, sa mère lui a pas acheté une matos, donc je suis pas content. Ah, mais à la maison, il n'y a pas d'excuse. Après, à la maison, on peut quasiment tout faire sans matos. Il faut juste pour le dos, soit une table traction australienne, soit quelques élastiques. Moi, chez moi, il avait la salle de gym, donc et les haltères dans sa chambre. Donc il regardait la télé, il faisait les haltères, il allait dans la salle de gym quand j'y étais pour en faire avec moi. Donc il était tous les jours à la muscu. Génial. Bien développé. Il a 12 ans et demi, il va avoir 13 ans. Ouais. Il est là, papa, mes triceps, mes avant-bras, point fort, mon bras, il est tout le temps. Tu vois. Et je l'avais mis aussi au sport de combat. Box style, il était heureux. Ok. Lui, tu vas au sport de combat, là, hier, il m'appelle en pleine nuit à la salle de gym, il dit, ouais, regarde, papa, ça va, on rigole.
Et je lui dis, tu vas t'entraîner. Je lui ai envoyé, je suis allé voir où il habitait, tu vois, tu connais la ville. Hein. Et je lui ai envoyé les clubs. Tu dis à ta mère de t'y inscrire. Autrement, faut pas déconner là. Donc il y avait Jiu-Jitsu, Kawan. J'ai dit, tu vas voir lequel. Tu fais un complément, il est bon, plus en boxe. Et muscu, c'est pas évident parce que il a pas l'âge, mais CrossFit, il peut, il y a des profs. Ouais. Muscu en France, les salles de muscu n'aiment pas du tout les jeunes. Et je trouve ça dommage parce que là, toi, tu vois, tu entraînes ton fils de 12 ans et demi. On me demande souvent sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est mauvais de faire de la muscu quand on est petit? Moi, il y a juste 2 mouvements où je dis, bon, attention les gars, c'est deadlift, squat, enfin, tout ce qu'on va mettre de la charge. Deadlift, squat. Je dis, t'attends un peu, maintenant tu fais des haltères. Et tout le reste, let's go, et c'est bon. Tu fais des haltères et tu passeras au membre supérieur dans un an, au membre inférieur dans un an. Bon, comment il s'habitue déjà, il est content, tu vois. Ouais. Et après, il commencera à faire un peu plus lourd. Bon, après, même squat, poids du corps et quelques petits mouvements comme ça, bon, ça le fait déjà. Bon, il fait de la boxe, alors il est content, tu vois, comme il en faisait. Ouais. S'il avait ses 2 ou 3 cours de boxe par semaine, boxe taille, c'était bien, quoi. Très prétentieux maintenant. Papa, je connais mieux la boxe que toi. Des gamins. T'as fait des sports de combat ou pas? Non, moi j'ai fait juste le judo. Tu m'entends? Ouais. C'est toi. Ouais, il y a eu un petit bug, petite latence, mais c'est bon. Moi j'ai fait juste le judo, je l'ai dessus. Ok, super. Ouais, jamais de percussion, ok. Ouais, du coup, c'est normal qu'ils deviennent arrogants, après, c'est pas pareil. Non, c'est pareil, ils sont arrogants tout le temps. Et autres, tu te prends pour un. Les sports de combat, c'est un sport d'ego, ça c'est un peu dommage, mais il y a beaucoup de gars qui n'arrivent pas à mettre leur ego de côté, qui veulent absolument être le meilleur, machin, alors que bon, on est juste là pour s'amuser. Et il faut prendre du plaisir, même en combat, bon, c'est ça le principal. Il m'appelait en pleine nuit parce qu'il regardait, moi j'étais arrivé tard, et j'ai eu un retard, et je voulais arriver plus tôt, j'ai eu un problème à un appartement, et je reviens, puis j'ai vu le combat, la fin du combat Tyson-Paul. Ouais. C'est truqué. Je dis non, c'est pas truqué. Il a 58 ans et il a pris des champignons et du hashish. C'est évident que le système nerveux, il en a pris un coup, même s'il peut tenir le premier round et après il y a plus personne. Il est costaud, il est bien. Hein. C'est le meilleur du monde. C'était le meilleur du monde. Mais il a 58 ans avec des champignons et du hashish. Il n'a pas pris de champignons et de hashish, son système nerveux aurait été peut-être un peu plus rapide. Mais il a pris champignons pour moi sur ce genre de truc. Ouais, à la limite hashish peut-être un petit peu, mais plus des amphétamines. Mais il disait qu'il était aux champignons, lui. Ok. Il en a pris avec le mec qui fait les. Je l'entendais, c'est pas. Ouais, non. Il disait qu'il en avait pris. Ok. Et c'est pas. Je critique pas les mecs qui prennent de la drogue, mais c'est pas fait non plus pour accélérer les réflexes quand t'es en combat, quoi. C'est sûr. Aussi. Ça a d'autres fonctions, hein. Ça calme, tu dors bien, ça te ralentit un peu, hein. C'est clair. En tout cas, mon coach de boxe, il a pas supporté cette idée d'organiser un combat pareil et il a protesté contre. Il l'a pas regardé. Ça m'a fait. Commercial, mais c'était intéressant. Oh, il a pas dû combattre depuis très longtemps, mais il est plus jeune. Et puis l'autre, il a 58 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec des problèmes judiciaires, une vie un peu décousue parfois, même si c'est un garçon intelligent, hein, tu vois. Carrément. Bon, ils s'étaient drogués tous les deux sur stéroïdes et tout ce qu'il fallait. Mais bon, le hashish reste là, quoi. Et surtout l'âge. Ah, c'est clair. Ah oui. Faire des combats à 60 ans, bon. Ah oui. Il a quel âge? 58? C'est 58, c'est ça, ouais. Ah oui. Et il aurait pas pris de hashish, il aurait peut-être été plus performant et les 2 premiers rounds, il aurait pu l'assommer. Hein. Ouais. Après, il encaisse bien, il est très large de coups, il a une morphologie à pas prendre des coups vu qu'il est étroit avec un coup énorme et il a qu'à mettre en protection comme ça, il lui prend tout dans les oreilles. Mais il peut plus rien donner rapidement comme avant. Il peut qu'encaisser d'une façon passive sans se faire pour détruire à cause de sa morphologie. Ouais. Ouais, c'est sûr il est lourd, c'est pas un mec plus fin, plus petit. Bon, à son âge, il pourrait peut-être boxer mieux. Là, c'est clair qu'avec en étant aussi lourd, en ayant cette morphologie, ce style de boxe aussi qui est assez dangereux, quoi. Bon. Il avait la rapidité, lui. Son truc, c'était de pénétrer l'explosivité, boum. De taper très fort à bout portant, ce que personne ne sait faire, puisqu'en général, il faut une allonge pour que le bras prenne de la vitesse. Lui, il est capable de prendre de la vitesse par sa morphologie à 50 cm du mec, ce qui est très rare. Donc les mecs, ils sont déroutés.
il rentre dans l'espace du mec et il leur envoie un coup comme jamais les mecs ont reçu. Alors, normalement, tu envoies un coup qui peut faire mal mais qui assomme pas. Et à ce moment-là, tu peux taper l'autre quand même. Ouais. Tu vois. Et sa force, c'était de pénétrer l'espace personnel et d'envoyer un coup de la puissance d'un crochet, alors que normalement, les coups sont moins puissants. Il avait une vitesse de percussion à bout portant qui était, qui avec Tyson qu'il a, je pense. J'en ai pas vu d'autres. Sur ce style vraiment de boxe, il y a quelques petits gars qui avaient un petit peu ça. Maintenant, c'est pas lui qui a inventé ce style de boxe. Mais le mec qui faisait ça avant n'avait pas son explosivité. Et c'est vrai que son explosivité plus ce style de boxe là, bon, c'est le seul qui est vraiment allé super loin et qui a été champion du monde avec ce style de boxe. Ah oui, mais personne. Si tu veux copier Tyson, t'es débile, t'as pas sa morphologie. Il a la morphologie de Tyson. Ouais. Il est énorme. Il est rapide. Il a un système nerveux extrêmement efficace. Et puis, il a des grosses mains, des bons avant-bras, des énormes mains. Donc, ça fait des marteaux, quoi. Et il les envoie très vite dans la gueule du mec. Ça joue aussi au niveau de la taille des mains. Ah, c'est sûr. La boxe, après, c'est comme dans tous les sports, la génétique joue. Maintenant, ce qui est intéressant dans la boxe, c'est qu'on voit des champions avec des morphologies très différentes de l'un à l'autre. Et ce qu'on va retrouver partout, forcément, c'est la vitesse du système nerveux, le coup d'œil. Voilà, ça c'est des constantes. Mais sur le reste, on voit énormément de différences d'un mec à l'autre et c'est intéressant à voir. La capacité d'esquive, la vitesse du système nerveux, l'oreille interne pour savoir où t'es à tous les moments, qui se remet au bon endroit. C'est pas que musculaire, hein. C'est multifactoriel. Et puis l'intelligence du combat aussi. Ouais. Après, en poids lourd, c'est vrai que c'est plus rare. Enfin, en poids lourd, on voit plus rarement des mecs avec un niveau incroyable. Là aujourd'hui, il y a en MMA, en boxe anglaise, il y a quelques mecs qui sont assez impressionnants. Mais c'est vrai que le niveau global de ces catégories-là est moins impressionnant que le niveau des catégories moyennes. GSP, lui, c'est 80 kilos ou un truc comme ça. Et dans les grosses catégories, bon là, il y a Ngannou, quelques mecs vraiment agressifs et impressionnants. Mais la plupart des mecs sont comme Gann ou quoi, un peu plus tranquille et c'est moins spectaculaire. Il a cassé un peu partout, non, Ngannou? Ngannou, je sais pas. Ngannou. Il a eu des blessures, je crois. Il a perdu son enfant il y a 1 an là, donc L'âge? bébé, de nourrisson, donc il a, je crois qu'il a pris un peu de recul dans le pauvre. Tout, mais après son dernier combat, il s'est en anglaise. Je suis pas assez le MMA. Hein. Il s'est mis en anglaise et puis il s'est fait avoir au deuxième combat, le premier contre Joshua, ça. Ah oui, il y a des mecs qui sont bons. Hein. Ah, c'est clair. Pas le MMA, Joshua n'aurait pas forcément gagné le MMA. C'est impossible pour un boxeur de gagner en MMA. Enfin, c'est sur un coup de chance peut-être, sur un coup de chance, un coup bien placé si le mec il arrive, il se jette, mais c'est tout. Un boxeur après au sol il sait rien faire et surtout la garde ne va pas être la même. Il va se prendre des coups de pied, il saura rien faire. Oui. Donc c'est trop différent. La garde avec les gants, c'est autre chose que la garde sans les gants. Ah, en plus de ça, ouais. Avec les gants, ça te permet d'avoir une distance un peu plus faible. Sans les gants, un coup, c'est beaucoup plus destructeur. En tout cas, destructeur, pas forcément pour le cerveau, mais destructeur pour la mâchoire, pour le reste. C'est quand même, faut éviter, quoi. Ah oui. Les mecs ont plus de distance. Et puis quand il n'y avait même pas de gants, les mecs, ils se touchaient pas, ils tournaient les uns autour des autres parce qu'ils savaient que les premiers coups étaient destructeurs. Pour le mec qui frappait et pour les articulations des mains. Pour les deux. Après, donc, moi je préfère quand même la boxe anglaise, même si c'est plus dangereux sur le long terme pour le cerveau que le MMA. Mais le MMA, il y a trop de blessures, je trouve. Même à l'entraînement, on se fait mal, tout ça. Bon, je suis pas fan. Ben non, les mecs ils cassent de partout. Putain, c'est atroce. Ah, c'est destructeur pour le corps. Hein. C'est un des pires sports. Ah oui, t'avais comment il s'appelle le français là qui a fait l'armée. Benoît Saint-Denis, ça. Oui, c'est ça. Il aimait bien prendre des coups. Son truc, c'était d'arriver devant, de dire regarde, je suis indestructible, mon fou, tu prends des coups. Ouais, mais bon, tu prends des coups, tu te relèves plus, quoi. Ouais. Il était courageux, hein. C'est un peu de la folie, mais il est fort aussi, hein. Mais quand même, on le voit plus trop, là. Bah, il a perdu son dernier combat et bon, quand on
quand on perd un gros combat comme ça, qu'il fallait gagner, derrière, c'est toujours un petit peu compliqué. Je sais pas du tout où ça en est, mais je pense qu'il reviendra pour de prochains combats, j'espère. Ouais. Faut qu'il se protège, surtout, faut qu'il apprenne à pas prendre de coups. Ah. C'est pas évident, hein. Je suis pas boxeur, moi. Hein. Je suis pas de MMA. Moi, je peux entraîner les mecs, et leur expliquer ce qu'il faut faire, hein, et visualiser un combat. Mais prendre des coups, c'est pas mon truc. Hein. J'ai discuté avec des copains qui faisaient de la boxe et du MMA. Il me dit, moi, il y a un problème, c'est que donner les coups, ça me gêne pas. C'est les prendre que j'aime pas. Ah. C'est clair qu'ils sont embêtants dans les sports de combat. J'aime pas taper un gars, mais surtout quand il est méchant. Tu vois, mais prendre les coups, non. Donc, le ring, pas pour moi. La rue, peut-être, des fois, bon, tu t'arranges pour taper le premier et de pas prendre des coups, mais c'est tout le temps dans le dos, il y a tout le temps la possibilité de prendre un coup, donc j'aime pas du tout. Ouais, je comprends. Bon, taper un gars, c'est bien. Surtout quand il est plus faible que toi, il te donne pas de coups, tu vois. C'est terrible à dire. Il est lâche, il a tapé un plus faible. Allez, du con, si je tape un plus fort, il va me péter la gueule. Le but, c'est de taper un plus faible, autrement tu perds. C'est l'art de la guerre. C'est l'art du combat. C'est ce que les mecs oublient. L'honneur, c'est pour les cons ou pour le ring. La vie, c'est pas ça. Ouais, c'est clair. Bon, après, quand on regarde les batailles rangées qui se faisaient en France il y a 300 ans, c'est rigolo quand même de voir que la guerre, bon, ça a bien évolué et qu'avant, l'honneur, il pouvait faire des folies. Oui, mais c'était l'honneur entre nobles, en sachant qu'il fallait que tout le monde ne meure pas forcément, qu'un noble qui était pris, on pouvait en faire une rançon, donc la probabilité de mourir était quand même inférieure, puisque le but c'était surtout de pas forcément tuer le noble et de le prisonnier pour le revendre à l'autre. Donc déjà, quand tu pars dans cette catégorie, disons que c'est la piétaille qui va crever, l'archer, le type au sol, tu peux avoir un peu plus d'honneur, en sachant que tu risques moins de mourir. Ouais. Faut tout le temps relativiser les choses, hein. Les hommes sont pas forcément courageux. C'est vrai. Ils sont par obligation. Bien sûr. Frédéric, du coup, pour terminer cette interview, est-ce que tu as un petit truc à ajouter sur ton livre? Du coup, votre livre qui est sorti avec Michael, là, il est sorti la semaine dernière? Il est sorti la semaine dernière, ouais. Et il est déjà en rupture de stock. Ouais. Tu vois. Et j'ai même reçu. Ma mère a dû les recevoir. Elle a pris le paquet parce que le paquet passait à la bonne heure. Autrement, il serait revenu à l'éditeur. Sur l'éditeur, on peut le commander. Moi, je l'ai commandé, du coup, il y a 2 jours. Oui, commander à l'éditeur. Regardez sur Amazon. Regardez sur Google où est-ce qu'il est disponible. Parce que je sais qu'Amazon, il était juste dit, il allait être redisponible en début du mois de décembre. Tu vois, de nouveau disponible. Mais bon, il part très vite puisque c'est un bon livre. On a fait 10e, on a fait quoi, 20e, 22e, 23e, j'ai tout le vendre confondu avant même de sortir. Donc c'était bien. Tu vois, bon, après, moi j'ai déjà eu des livres qu'on fait, de tous les livres confondus, hein. J'ai déjà fait des livres qu'on fait 3e en France. Ouais. Aux États-Unis, j'ai déjà fait 1er, tous les livres. Ce qui est pas mal, hein. Ouais, c'est monstrueux. Ah bah, aux États-Unis, ouais, le guide des membres de musculation, aux États-Unis, j'étais le premier, tout le monde s'était jeté dessus. Les mecs, ils ont fait 1 million. Tu vois, c'est ça qui me fait vivre. Mais les livres, le guide des blessures, là, c'est celui qui a fait dans le sport, qui a fait les meilleures ventes depuis très longtemps. Mais je le sentais, puisque j'avais dit à Gundy, il écris-le. On discute, hein, mais c'est lui qui écrit. Je lui envoie les trucs, je lui envoie les dessins. Je dis, tiens, j'ai fait ce dessin parce qu'il y a j'ai vu tes études, et tu peux écrire dessus, je vais t'expliquer ce qu'il y a. On travaille comme ça, tu vois. Notamment, les meilleures ventes que j'ai fait en France, c'était l'éveil des consciences. On les fait 3e assez longtemps pour les 2. Tu vois. L'éveil des consciences. Ouais. Je connais pas celui-là. C'est ceux-là. C'est les livres de philo. C'est ceux qui sont en France. C'est ceux qui sont le plus vendus. Ok. Bon, à un certain moment. Ouais. Après, évidemment, ça c'est resté pendant plusieurs mois, premier en philo. Ok. Mais t'as de l'anatomie dedans, hein, t'as tout ce qui déborde un peu de la muscu, mais qui est intéressant en muscu, en bioméca, tu vois, tu l'as dedans. Ouais. T'as tout dedans qui peut intéresser les gens sur le fessier, la morphologie du fessier, tu vois. Chez l'homme, chez le singe, tu vois, chez le singe, il y a une poulie de réflexion, il descend très bas. Chez l'homme, il est globuleux en haut, j'explique pourquoi, pour quelle raison de pression sélective, il se modifie, tu vois. Ça touche à la musculation aussi, puisque c'est mon truc, tu vois. Lipédie, les muscles de la tête, pour la survie, tout ça. C'est des trucs qui intéressent les gens. Ok. Gorille, homme, sur la course, comme ça les mecs qui comprennent un peu les muscles qui agissent pour la course, tu vois. Morphologie de pied. Ouais. Du coup, il manque le solaire dans celui-là. Dans la prochaine édition, on le mettra. Je mettrai le solaire, la longue portion du triceps, qui ont en plus avec les
la suite des livres des blessures. Ok. C'est intéressant à comprendre, tu vois. Bah, carrément. Parce que des histoires d'empêcher l'extension du tendon pour avoir une réponse plus rapide, bah, tu la retrouves au niveau des triceps et au niveau du solaire. Ces deux muscles, c'est la courte portion du triceps, tu vois, le chef court du triceps, je sais plus comment on l'appelle, et le solaire, ils ont la même fonction de tendre le tendon pour pouvoir avoir une réponse très rapide sans avoir cette perte de temps due à la mise en tension du tendon. Ça, c'est deux découvertes intéressantes, tu vois, que je vais faire. C'est des découvertes qui gênent les gens, parce que c'est pas un labo qui l'a fait. Ouais. Prouvez-le. Je dis, attends, tu connais la mécanique ? C'est juste de la mécanique de base. T'as pas besoin de faire des études. Tu vois, tu connais la tension, tu vois la forme du muscle directement. Tu peux arriver à la conclusion, un peu comme une IA peut te reconstituer une molécule et par statistique voir à quels embranchements avec d'autres molécules elle peut se faire pour voir si cette molécule virtuelle peut fonctionner sur telle ou telle pathologie, telle ou telle maladie, telle ou telle efficacité sur l'organisme. Parce que tout est classifié. Donc on sait qu'en rajoutant, en modifiant un peu la forme de la molécule, par analyse de l'IA, tu vas pouvoir trouver ces fonctions. T'as pas besoin de l'expérimenter. C'est pour ça qu'on progresse énormément. Bah, pareil en mécanique. Quand tu connais de la mécanique, tu arrives à faire des calculs, même sans forcément avoir des calculs précis, mais tu sais comment ça fonctionne. Donc c'est évident qu'une feuille des fibres péniformes qui vont bloquer le tendon par contraction sur les os et sur l'aponévrose entre les os, bah, ça va limiter la tension du tendon. Donc ça va accélérer la vitesse de réaction du muscle justement en empêchant le mou dans le tendon. C'est des conneries, mais comme je t'ai expliqué, c'est super important pour survivre. La pression sélective à la base était énorme puisque ça joue la survie d'un australopithèque ou même d'un habilis. Elle joue sur sa vitesse de réaction au démarrage. C'est là où il survit. Le centième de seconde pour pas se faire bouffer ou pour avoir la proie, c'est ça qui te fait avoir de la nourriture ou qui te permet d'avoir ou de pas passer dans l'estomac d'un prédateur. Ça se joue en centième de seconde. Et c'est intéressant. Une pression sélective très intense. Pareil pour l'apport d'information des fessiers humains et du bassin, la déformation du bassin. Un bassin de singe et un bassin d'homme, c'est pour permettre une accélération. Accélération qui est fondamentale pour la survie. Donc la pression sélective pour l'accélération d'un individu au démarrage est énorme quand tu passes en savane. Et c'est pour ça qu'on est devenu bipède et que le bassin s'est très très vite modifié pour pouvoir courir très vite sur une courte distance sans avoir à se redresser et avec une meilleure réaction au démarrage. Pression sélective importante. C'est de la biomécanique de base. Ouais, complètement. Après, c'est vrai qu'on l'apprend pas comme ça à l'école quand on parle d'évolution des espèces. Et c'est hyper intéressant et expliquer comme ça, c'est vrai que c'est logique et. C'est logique. Bon, maintenant, de plus en plus de mecs travaillent comme ça. De plus en plus de paléontologues ont du bon niveau. Mais pendant très longtemps, c'était. Je te dis, la biomécanique, c'est le parent pauvre de la mécanique. Ouais. Et même de la paléontologie. Et ça commence à augmenter grâce à moi en partie. Eh bien, bravo pour ça. En même temps, tu as révolutionné la biomécanique avec tous tes ouvrages. Enfin, ça. On est partout. Tous les médecins, kinés, physio nous connaissent. Alors en France, tu as une école de kiné, Rodoron et méthode antifragile qui sont contre nous. Mais c'est juste pour s'opposer. Aux États-Unis, on va les prendre pour des charlots. Comme en Chine, en Corée, en Allemagne ou ailleurs. Ce sont des charlots. Bah, s'opposer, ça permet de se faire connaître. Donc, bon. Là, c'est pour se faire connaître. C'est des mecs qui n'ont rien à dire, sauf dans l'opposition et pas dans la création. Donc, ces mecs-là, c'est des merdouilles. Ils seront éliminés, ils disparaîtront dans les ténèbres du temps. C'est des cons, mais c'est toujours intéressant. Tu peux comprendre énormément de choses par la biomécanique. Tu vois. C'est comme les mecs qui disent on n'est pas allé sur la Lune. Bah, si, on est allé sur la Lune. Pourquoi c'est pas en étudiant les fusées que je peux te dire qu'on est allé sur la Lune, c'est en étudiant les chutes sur la Lune. Il est impossible pour des truqueurs à l'époque d'avoir compris que le type il ne pouvait pas se relever en utilisant l'accumulation énergétique dans ses fascias. On va tomber, les mecs ils butent sur une pierre, on va tomber. Et ils tombent et ils s'écrasent comme des paquets, ils sont là et tu vois qu'il n'y a aucune réaction élastique des tendons élastiques parce qu'il y a 6 fois moins d'attraction.
Donc, ils peuvent pas accumuler l'énergie de la chute dans le fascia pour se relever. Donc, ils tombent et après, ils ont envie de repousser. Et ça, tu le fais pas en trucage. Donc, il suffit d'être bon en biomécanique pour t'apercevoir que le monsieur qui est sur la Lune, il est réellement sur la Lune. Tu vois? Et t'as pas besoin d'écrire un livre en disant on n'est pas allé sur la Lune, parce qu'il y a personne qui est capable de voir ça. Même à l'époque, les mecs, ils auraient voulu truquer ça, ils pouvaient même pas le savoir, ils savaient pas. Et même maintenant, ils savent pas. Donc, il y a que des mecs comme moi, quelques mecs comme moi qui peuvent te dire non, ce truc-là, t'as pas un mec qui est capable de le calculer, à part moi et quelques autres. C'est exceptionnel c'est exceptionnel de pouvoir expliquer ça comme ça. Ah oui, parce qu'après, les mecs, ils sont là. Livre, il faut qu'ils le mettent à brûler. Parce que le mec, il étudie, on monte tout ça, ils auraient pas... Non, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, ils ont arrêté parce que c'était de la propagande et que les mecs risquaient de crever à chaque fois qu'ils repartaient, dès qu'ils arrivaient. Repartir, c'est plus facile, mais y aller, c'est déjà plus dur, tu vois. Repartir, c'est plus facile de mettre un pétard et de partir et de s'extraire de la gravité de la Lune. Mais partir de la Terre et y retourner en passant l'atmosphère, tu risques de griller, hein. Ouais. J'ai juste une dernière question, là, tu m'y fais penser en parlant de fascia. Tout à l'heure, elle m'était venue en tête. C'est sur les courbatures. Donc, les courbatures, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui sort comme étude, et j'essaie de me documenter un maximum. Et ce que j'ai pu voir en dernier, c'est que l'explication principale, c'est que ce serait au niveau des fascias, que ça se jouerait au niveau des fascias du muscle qui serait un petit peu abîmé par l'exercice, et qui se régénérerait pas de la même manière que le muscle, et qui engendrerait du coup une inflammation. C'est en partie dans le livre le livre des blessures de musculation. Okay. C'est parce que les fascias, alors ça c'était Gundit qui m'avait intéressé à ça, parce que moi j'étais pas allé sur les études. Okay. Pas sur. Et puis alors c'est très intéressant parce que ça m'a fait m'intéresser au rôle proprioceptif des fascias, qui n'ont pas comme seule fonction de récupérer l'énergie cinétique, l'énergie pour la restituer, ni de gainer les muscles pour les faire tirer dans le bon sens. Les fascias et les tendons ont cette particularité aussi d'être l'endroit où tu as tous les récepteurs de tension pour permettre au corps de savoir dans quelle position exacte il est, d'une façon instinctive. Donc tout le système nerveux pour calculer où tu es et savoir où tu es, c'est dans les fascias, puisque c'est ça qui s'étire ou qui se contracte. Donc à chaque instant, tu sais quel muscle est contracté, quel muscle est étiré. Donc dans quelle position de l'espace tu es. Et ça sert à ça, les fascias, tu vois. Et en plus, ça sert à indiquer quand une tension est trop importante, puisque les muscles en eux-mêmes, les fibres contractées, elles sont faites pour se péter, se régénérer. Donc si tu vas mettre des senseurs de douleur à l'intérieur, tu vas être percu de douleur parce que ça se casse et ça se régénère en permanence. Donc c'est pas intéressant de mettre ça au niveau évolutif. Donc tu mets des senseurs de douleur dans les fascias pour indiquer quand tu tires trop, tu vois. Ouais. Éviter à ce moment-là de trop tirer. Donc et de péter ton truc. Il va même mettre des systèmes pour bloquer d'un seul coup la contraction musculaire pour éviter. Tu sais, tu contractes, je me souviens plus, tu pousses trop, puis d'un moment t'as plus de force et tu as l'impression qu'on t'a coupé le jus. Très rare d'avoir ça, mais ça arrive. Les power peuvent l'avoir des fois. Et tout ça, c'est les fascias qui ont ça, parce que ça sert aussi de système de proprioceptif et de douleur aussi à l'étirement, tout ça, pour savoir où t'es. Tu vois, c'est très intéressant. C'est ce que je disais au niveau de la robotique en regardant Optimus de Musk et les autres. C'est qu'ils font des très bons robots avec des vérins électriques ou hydrauliques, des systèmes d'IA qui vont progressivement intégrer le milieu et apprendre de leurs erreurs, un peu comme ton aspirateur de maison qui commence à savoir comment est ta maison et qui va finir par enregistrer ta maison, une petite IA, pour pouvoir aspirer les petits aspirateurs ronds, tu vois. C'est pas mal. Donc le problème, c'est que les robots n'ont pas ces systèmes de récupération énergétique et aussi de perception spatiale par les fascias. Et ça pourrait être très facilement intégrable dans un robot avec des espèces de trucs élastiques, des polymères. Tu peux même enlever, ça coûte pas cher, dans lequel tu mets des petits senseurs, tu sais, qui s'étirent plus ou moins et qui indiquent un cerveau moteur à une petite IA qui commande le robot, dans quelle position il est pour pouvoir après enregistrer des positions qui ont permis d'éviter de tomber ou enregistrer ou effacer les positions qui t'ont fait tomber pour pouvoir avoir comme un bébé qui se forme des réflexes conditionnés. Donc tu crées des réflexes conditionnés à des IA par ces systèmes de tenseurs élastiques dans lesquels tu mets des tenseurs de systèmes élastiques qui permettent au robot de savoir où il est. Mais
aussi, ils ont des gyroscopes, ils ont des systèmes intégrés aussi à l'intérieur, qui sont encore différents. Mais ça peut, en parallèle, se rapprocher des systèmes humains, et puis en plus, en rajoutant de l'énergie cinétique, par exemple, pour la marche, principalement pour la marche ou pour le lancer, tu peux intégrer ces systèmes-là, élastiques, comme de fascia dans une pseudo-sangle abdominale avec un vérin hydraulique qui tire, et après, qui renvoie en plus avec l'aide de l'élasticité qui augmente la force de percussion. Tu vois, ça peut être marrant. Tu refais un truc presque humain qui permettrait d'avoir une marche plus fluide, tu vois, mimant un peu l'homme, ce qui permettrait d'avoir avec des IA, avec tous ces systèmes, des robots presque humains, tu vois, qui viendraient tes amis à la maison, qui répondraient à tes questions et qui se déplaceraient d'une façon moins saccadée par ces espèces de fascia que tu intègres dessus, qui sont en plus qui ont en plus des senseurs de positionnement, tu vois, et qui pourraient être presque humains. Puis là-dessus, tu rajoutes une voix féminine agréable, un vagin vibrant, un anus vibrant, et tu as la parfaite compagne. Tu associes ça à un petit robot ménager qui aspire, et tu n'as plus besoin de femme. Ça y est, on a dérivé. On a dérivé. Non, mais en font déjà. Hein. Ah, mais c'est ça. Des compagnes parfaites, et sur ordinateur, là, je vois que j'ai que des pubs pour mettre sur mon téléphone la compagne idéale qui discute avec toi. Il y a des mecs qui sont justement à cause de ça, parce que oui, ils sont suicidés, ouais. Ils étaient amoureux de leur compagne sur ordinateur qui discute avec eux, qui dit qu'il les aime, t'es formidable. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire quand je rencontre mon patron? Alors, c'est branché sur mon ChatGPT ou à d'autres systèmes. Fais ci, fais ça, dis-leur ça. Alors, le mec, il finit amoureux. Et puis, elle est programmée pour être gentil et répondre à ses attentions. Es-tu bien rentré aujourd'hui? Tu as pensé à manger? N'oublie pas de manger. Alors, le mec, il a une femme gentille à la maison dans son téléphone et il finit par être amoureux. Tu vois? C'est un truc de dingue. Ça perdra les autres. Couper du monde. C'est affreux. C'est horrible. Les mecs se suicident. Tu vois? Tu sais, c'est un peu comme dans Blade Runner 2049, je crois, c'est ça. Ouais. Le mec, il a une super IA. C'est un robot, mais il a une super IA dans un petit bâtonnet qui est en hologramme, qui lui sert des plats, qui est super gentil, et qui est un peu, qui est une copie conforme de l'intelligence et de la gentillesse. C'est la femme idéale. Tu sais, c'est cette actrice espagnole. Tu l'as pas vue? On arrive à ça. Je crois que je l'ai vu, Blade Runner 2049, mais je me souviens pas. Moi, ça me fait penser à Black Mirror. Black Mirror, il y a beaucoup d'épisodes qui se sont déjà produits dans notre société et de choses qui vont continuer de se produire. Et bon, c'est pas glorieux, quoi. C'est pas un super film. Avec le robot qui est fait à ton image, et quand le mec il meurt, c'est le robot à intégrer toutes tes discussions sur les réseaux sociaux pour copier exactement ce que tu es en fonction du moment, et ils étudient les réseaux sociaux et qui réintègrent ça à un personnage qui a les mêmes habitudes que sur les réseaux sociaux, et ils vendent ça aux gens qui ont un deuil qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Ah, c'est terrible. Ça finira par se faire, mais bon. Ça finira par se faire. Moi, j'attends le robot féminin, doux et gentil, fera peut-être la cuisine, passera l'aspirateur ou aura son petit aspirateur rond à côté de moi. Quand tu auras ça, la question c'est que deviendront les femmes quand elles sont déprimées. Quoi? Quand tu auras ça, que deviendront les femmes? C'est ça. Et en plus, le robot sera gentil et pourra répondre à toutes tes exigences sexuelles sans se plaindre. C'est formidable. Je ne prononcerai pas. Je préfère. C'est sinistre comme vision d'avenir. Moi, je préfère avoir des propos lisses et ne pas avoir après plein de haters politiques pour les propos que je peux tenir, parce que bon. Mais non, rien ne vaut une femme pour faire la cuisine. On ne remplacera jamais. Je fais beaucoup de blagues sur les wokistes, sur la gauche et tout. Et à chaque fois, j'ai des mecs qui viennent, qui commencent à m'insulter et tout. Donc bon, je préfère pas parler de mes avis sur ça. On les aime, les wokistes. On les aime. On les aime un peu. Ils finiront par s'éteindre, ils se reproduisent pas. Ils se ligaturent les cordons spermatiques, ligaturent les trompes. Ils sont condamnés à disparaître. Ah ouais, clairement. C'est une vengeance infertile. Bon, Frédéric, on a pu aborder toutes les questions que j'avais à te poser, bien voir la musculation, l'anatomie, et voir après différents sujets.
Moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi et je te remercie vraiment de ton temps accordé. Et j'espère que ça t'a plu, que tu as pu partager un petit peu ton opinion sur des sujets qui te plaisent, expliquer un petit peu différents sujets en muscu comme en anatomie et que ça t'a plu. Et pour toutes les personnes qui regardent, abonnez-vous, mettez des j'aime, allez acheter le livre de Mickaël et Frédéric qui est certainement excellent. Je peux pas encore le dire, il arrive bientôt chez moi. Image là, sur le côté, moi je vais te faire acheter pour les fêtes et ou offrir. Ah ouais, offrez-le aussi. Musculation et de sport de force, le livre qu'il vous faut pour vivre en bonne santé et heureux. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi, vous avez les méthodes de Lavier et bien sûr le guide des mouvements de musculation, nouvelle édition, revue augmentée. Je crois 2024 l'édition là. Non, je crois que c'est 2022 ou 2023, 2023, je sais. 2022, je vais te dire quand est-ce que c'est. Prenez-le. Voilà. C'est combien? Il n'y a pas 2021, mais il est sorti au début 2022 en réalité. Ok. Tu vois, octobre, novembre. Il est octobre, mais il était pour les fêtes. Il était début 2022. Le livre qu'il vous faut. Voilà, regarde, c'est ça qu'il vous faut, tu vois. Ah mais carrément, ça c'est le livre de référence. Hein. De toute façon, quand on cherche des mouvements, c'est le livre de référence mondiale. On traite déjà des blessures, mais on approfondit vachement sur le dernier livre où Gundy a bossé comme un malade. Voilà. Moi aussi, hein, puisque tous les dessins de blessures, tous les articles que j'avais faits sur la biomécanique et sur les variations morphologiques sont non. Le squat. Ah oui, le squat là, avec la longueur de fémur. Les positions de les adaptations, les problèmes de hanche, tu les as tous. C'est sûr. La concurrence va être. Il n'y a pas de concurrence, à vrai dire. Il n'y a pas de concurrence. Qu'est-ce que tu veux? La concurrence grappille, mais bon. La concurrence reste confinée aux réseaux sociaux. Et à la critique stérile. Voilà. Et puis si vous voulez vous instruire sur le monde et comprendre d'où vous venez, que vous avez l'éveil des consciences, hein, vous y retrouverez l'esprit du chèque et la compréhension du monde. Et grâce à ça, vous pourrez conquérir le monde, devenir des hommes libres et avoir les femmes pour transmettre la vie grâce à leur matrice fertile. Grâce à leur matrice fertile, parce que ça a sonné en même temps. Voilà. Et pas un robot. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. Abonnez-vous. Mettez des j'aime. Abonnez-vous aussi au Instagram de Frédéric et au Facebook. Au Facebook, Instagram, allez partout. Ma chaîne YouTube est intéressante. Hein. Ah oui, sur YouTube aussi évidemment. Et je t'enverrai le lien de la vidéo une fois sortie pour que tu puisses voir si ça te plaît. Enfin, après, tu connais tout ce que tu as dit, voilà. Et encore une fois, Frédéric. Non, mais elle m'amuse à sortir des trucs intéressants. Le truc du solaire, tu l'avais jamais vu, tu vois. Et c'était une découverte. On s'amuse à faire des découvertes. Carrément. Et juste sur les blessures au bras de fer, moi, un truc qui me fait peur, c'est j'ai vu trop de vidéos de mecs qui se pétaient le bras en deux. C'est ça que je veux pas en faire. Alors, à mon avis, les miens sur les humérus sont courts, mais j'ai vu tellement de blessures gravissimes au bras de fer par rupture de l'humérus à l'endroit où il y a la torsion de l'humérus, tu vois, c'est une révolution. Ah ouais, je veux pas en faire. On en parle d'ailleurs dans le livre de la torsion de l'humérus liée à l'évolution humaine, dans le livre des blessures. Gundy s'y est intéressé, tu vois. Et c'est vachement intéressant parce qu'il s'y est intéressé et j'avais pas encore, moi j'avais traité le lancer mais j'avais pas encore traité de la torsion de l'humérus et après j'ai étudié puis j'ai complété ce que Gundy avait dit, tu vois, donc hop, ça permet de j'ai dit il y a aussi ça, tu retrouves cette torsion qui se refait aussi pendant le développement du petit qui passe de la position 4 pattes à la position bipède, donc à 4 pattes il doit avoir son numérus dans un certain sens et quand il se redresse il a plus cette obligation, tu vois, de torsion de l'humérus, mais il se retourne quand tu deviens lanceur. Tu es obligé de relancer, tu vois, donc tu es obligé de maintenir parce qu'on est sélectionné pour lancer, tu vois, pour tuer, c'est et se défendre. Donc on a une sélection, une pression sélective au niveau génétique pour ne pas pour grimper, mais pour lancer, pour se défendre et pour celui qui lançait bien ne se faisait pas bouffer par les prédateurs, c'est-à-dire qu'il envoyait un caillou sur la tête de la panthère qui ne revenait pas. Et après, on tuait à distance en lançant. On est le seul animal à faire ça. Voilà. Très bien. Non, mais c'est hyper intéressant, ça me passionne. Hein. Puisqu'on retrouve on retrouve des pathologies liées justement à cette torsion, cette détorsion de l'humérus liée justement au redressement et au lancer. Il y a les redressements qu'on retrouve le petit et quadrupède et l'adulte et bipède. Donc il va avoir même au cours de son développement
une redéformation qui est programmée génétiquement d'ailleurs. C'est intéressant, t'as vu, ça sort du youtubeur Clash de YouTube, qui est un pauvre con. Ah bah clairement. Il y a des mecs bien. Hein. Ben, Chris Bumstead est bien. Quand il fait des vidéos, c'est vraiment un mec qui connaît bien la biomécanique. C'est pas un con, Bumstead. Tu vois, si tu veux des anglophones, tu veux des vidéos intéressantes sur l'entraînement, t'as Bumstead qui a un cerveau. Tu vois. Et les autres non. Tu vois lui, il a un cerveau. Je peux te dire qu'il m'a appris des trucs. Après, il y a le Canadien, là, Jeff Nippard. Non, c'est ça? C'est Jeff Nippard, je crois. Lui, il est bien aussi. Francophone ou Canadien, il me semble. Anglophone? Il parle. Ah non, anglophone. Jeff Nippard. Ouais, c'est ça, c'est Jeff Nippard. Lui, c'est un pratiquant de muscu qui fait du contenu où il explique beaucoup la biomécanique, le fonctionnement des muscles, des exercices, et il essaie de montrer un petit peu quels sont les meilleurs exercices en fonction de la morphologie, et il fait du contenu qui est vraiment pertinent et de qualité. Ouais, des fois, il y a des mecs qui sont bons. Bah, c'est assez rare quand même, hein, on va dire. Ouais. Après, il y a quand même des mecs qui font des bonnes machines. Moi, je regarde les machines, c'est marrant, tu vois. Il y a moi, on en voit beaucoup. Il y a des fois des mecs qui innovent bien, tu vois. La dernière fois, on m'a envoyé une presse à cuisse avec une innovation qui était complètement con, mais qui était intéressante, tu vois, sur la machine. Tu vois. Pouvoir décaler le banc, l'assise. Décaler l'assise, tu vois. C'était con, mais c'était sur deux blocs de roulement à billes, tu vois, et en même temps un énorme plateau avec 3 angles, tu vois, pour pouvoir faire ischio, mixte et puis plus quadri. Ok. C'était pas con, tu vois. Après, ils n'avaient pas mis les sécurités qu'on a mis nous issus des Nebula et améliorées sur notre presse. Tu vois. Ce que j'explique tout le temps, c'est que Gundy il aime bien les circulaires, moi j'aime pas. Et pour le sport de haut niveau, on va dire pour le sprint, c'est pas mal d'avoir une presse inclinée avec un grand débattement et en même temps des ressorts, parce qu'on est fait pour partir à l'impulsion. Donc tu descends une charge très lourde et tu remontes, ça te crée ton système nerveux, donc au sprint ou à la course. Quand tu as besoin d'un démarrage, tu as besoin de te faire des réseaux neuromoteurs, si tu veux, des connexions, des connexions nerveuses dans le cerveau pour pouvoir faire ces automatismes de réaction à l'impact. Donc, quand tu travailles lourd, tu redescends. Évidemment, c'est pas la même chose que pour du volume. Mais pour de la préparation sportive, mais après, c'est génial. Te permet de gagner en impulsion. Tu vois, grâce à l'utilisation de gros ressorts qui permettent de repartir avec des charges lourdes et en même temps de protéger en bas des chocs. Pour le sprint, le football américain, le rugby, tout ça, c'est ce qu'il faut. Tu vois. C'est vraiment excellent. C'est con, mais c'était sur Nebula, mais les mecs l'avaient oublié, tu vois. C'est un peu bête. C'est plein d'innovations. L'innovation que j'ai fait, mon ischio est vraiment une innovation, c'est la meilleure au monde. Et la grosse innovation qu'on a fait, qui est pas un truc inconnu, mais qui n'avait jamais été fait là, c'est de faire un banc avec un élargisseur de dossier au développé couché. Un banc avec un... Alors, c'est-à-dire un banc de couché de compétition. Ouais. Et tu peux mettre un dossier taille compétition, un dossier un peu plus large pour protéger l'articulation de l'épaule, et un dossier très large pour bloquer les bras. Si tu fais comme si tu étais au sol avec une barre, ce qui permet de pas mettre en hypertension les pecs, et en même temps de partir sans l'influx nerveux, comme pour la boxe ou pour le powerlifting, gagner en force en travaillant le système nerveux pour faire un démarrage quand tes coudes arrivent à l'horizontale. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que les champions, là, il y avait un Tchétchène qui était champion de France, parce qu'il était WHL depuis longtemps, puis un barbu, il arrive 4 épaisses, bras courts, puis le banc comme ça, et puis moi, quand je fais mon banc, ma barre, elle est à 10 cm de ma poitrine. Lui, il a fait le banc, quand ses coudes arrivaient à l'horizontale, la barre était enfoncée dans la poitrine. Ouais. Et tu vois, le mec, c'est un champion. Parce qu'il a la morphologie. Oui. Et il a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, si je tire plus, j'ai mes pecs qui vont lâcher. Lui, il est déjà arrivé sur la cage quand il a ses humérus à l'horizontale, parce que ça bloque les humérus à l'horizontale. Donc, c'est très intéressant d'avoir un banc comme ça pour travailler à l'arrêt et repartir, tu vois. C'est génial. Tu vois, c'est un truc de préparation sportive, force, et prendre de la force au coucher, tu vois, pour épater les mecs en salle de gym, puisque on fait des concours de virilité sur le développé couché, souvent.
Celui qui a la plus grosse, c'est celui qui pousse le plus. Hein, vous connaissez ça, les mecs qui m'ont regardé, hein, la petite compétition développé couché pour humilier l'autre et avoir son petit statut social. Bande de minables. Tu le connais, non? Tu connais ça? Moi, je vais sur le ring. C'est mieux. C'est quoi? Je vais sur le ring. Ah oui, aussi, sur le ring, c'est bien aussi. Il pète la gueule. Hein? Oh, il est bien. Oh, merde. Ou la rue. Les voyous de la rue te respectent. C'est horrible. Moi, j'ai arrêté, ça va. Ah, quitte, je suis celui qui a sorti le fusil à pompe. Ah! Alors, pas méchant, mais parce que je suis gentil, moi. Mais je suis pas du tout courageux, mais des fois, quand on me pousse dans mes limites, je suis nos limites. J'ai tendance à me chier dessus, sauf quand ça dépasse un certain moment. Et là, tu vas apparaître un autre truc. Mais j'aime pas, parce qu'avant, tu te pètes dessus et tout. Passer une certaine limite, c'est Superman, quoi. Mais bon, tout le monde ne le fait pas. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se contrôlent pas et qui préfèrent aller au clash directement. Et bon. Après, c'est pour ça le sport aussi, ça aide à se contrôler, à bien se gérer. Moi, j'ai l'avantage, en cas de stress, d'agir très froidement. La merde au cul est froidement. Donc, c'est bien parce que tu conserves un calme. Et en plus, tu peux calculer tout ce que tu vas faire. Et en plus, avec l'adrénaline, tu le fais très vite. Mais c'est très désagréable, en vérité. T'as l'impression que le temps est ralenti. Toutes tes actions t'as l'impression d'agir plus rapidement, en fin de compte, mais dans un espace ralenti. Et j'aime pas du tout, parce que j'aime pas du tout. Les gens aiment l'adrénaline, moi, j'aime pas. Ça le merde. Le ring, j'aime pas du tout. Bah, ça dépend. L'adrénaline, moi, ça. Je sais pas si j'aime ou pas, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'est désagréable. La rue, c'est mieux parce que t'as pas le temps d'avoir peur avant. Ça arrive tout de suite. Donc tu flippes pas. Ça arrive, agir. Tu vois, t'as pas ce temps de latence. Tu vois, comme le mec dans la tranchée qui sait qu'il va servir de chair à canon. Ça doit être terrifiant. Il doit se faire dessus en permanence pendant plusieurs heures avant de partir au combat. Ah ouais. C'est mieux quand ça t'arrive direct. Action-réaction. Avant même d'arriver dans la tranchée, il y a le trajet jusqu'à la tranchée. Il y a la réflexion. Il y a au revoir à la famille, tout ça. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est bon. J'aurais été un mauvais guerrier. Ouais. Après, on sait si on est un bon ou mauvais guerrier que sur le moment. Mais bref. Frédéric, je dois te laisser. Merci beaucoup encore une fois pour cette interview. On peut redire aux gens de s'abonner pour cette deuxième fin de vidéo. Voilà. Je te remercie vraiment. C'était un vrai plaisir de pouvoir t'avoir sur ma chaîne YouTube et de pouvoir faire cette interview avec toi. J'espère que le rendu te plaira et que ça a été aussi un plaisir partagé pour toi. Merci beaucoup, Frédéric. Je te souhaite une super soirée. Ok, salut. Et puis, salut.